The Backstage. Et si tu comprenais vraiment ce qui se passe derrière le rideau. Hey, Let's what's do up? it. C'est Alexis et bienvenue dans The Backstage. Et aujourd'hui, c'est un podcast assez particulier parce que je reçois pas simplement une personne que je connais et qui est dans mes contacts et qui est autour de moi, mais je reçois un ami, une personne avec qui je partage beaucoup et qui m'inspire beaucoup dans plein de sujets différents. Donc l'idée, comme à mon habitude, c'est de passer une petite heure, 1 heure et demie ou plus, si on se laisse emporter par l'amour, et discuter de tout et de n'importe quoi. J'ai pas mal de questions préparées. Et comme vous le savez, la base de tout, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ce gars, aujourd'hui en face de moi, a le succès qu'il a. Qu'est-ce qui fait qu'il a eu la vie qu'il a eue aussi. Parce que moi, perso, quand, euh, quand j'entends ta vie et quand tu me racontes des histoires, Kev, c'est peut-être pas tellement le point le plus culminant qui m'inspire, mais c'est tout le process que tu as parcouru. Tu as vécu des trucs de dingue et tu vas avoir l'occasion de nous en parler. Mais du coup, pour commencer, bah, comment tu vas? Est-ce que tu as la forme en ce tout début d'année 2023? Salut Alexis, bah écoute, ouais j'ai la forme. Merci pour l'invitation, ça fait hyper plaisir d'être là, de pouvoir partager avec toi. C'est très drôle parce que quand tu m'as dit ce qui me passionne, c'est pas les points culminants et en fait ce qui m'est venu en tête, je pense que ce qui est le plus passionnant dans mon parcours, c'est aussi les abysses, tu vois. C'est l'inverse justement des points culminants. Il y a eu pas mal d'abysses intéressants. Et parfois, je l'ai même pas perçu comme des abysses où je me dis, ah, c'est ma vie, ça fait partie de ma vie, quoi. Et je pense que ce sera intéressant, en tout cas, de partager ça avec les gens. Ça peut les faire relativiser et leur donner de la force pour ceux qui sont parfois dans le creux de la vague. Ouais, c'est trop bon. Parce que tu vois, souvent les gens essaient de se focus sur ouais, le mec il a gagné la Coupe du Monde, il a fini premier de sa boîte, il a fait un exit à X. Mais je pense que ce qui. Tu vois, par exemple, Alex, lui, me fait rire parce qu'à chaque fois, il me dit: moi, je fais des trucs pour raconter des histoires. Tu sais, les gens, tu fais des choses pour des trucs différents. Tu fais des choses parce que tu as envie de faire quelque chose. Tu fais un truc parce que tu as envie d'obtenir quelque chose. Et lui, il fait un truc pour raconter des histoires. Et je sais que quand on était à Marrakech, on a pas mal parlé ensemble. Et ça faisait aussi partie euh, de ton spectre de lecture, de dire j'aime bien vivre des choses fortes qui des fois aussi me mettent un peu dans le down, mais parce que déjà petit 1, et tu pourras en reparler, t'es un mec accro aux sensations fortes, pour le meilleur comme pour le pire, mais que aussi ça crée des putains de belles histoires à raconter, et j'en suis le premier témoin parce que à chaque fois que je te croise, t'as des histoires de dingue, et puis t'aimes raconter des histoires, donc c'est passionnant. La première question que j'aime poser, c'est si tu avais une phrase pour te définir et faire en sorte que tout le monde t'adopte, quelle serait cette phrase? Intéressant. Euh, je dirais, pour vivre la vie d'un héros, il faut avoir l'entraînement d'un héros. C'est une phrase que j'aime beaucoup et j'ai souvent le sentiment d'être en phase d'entraînement pour devenir le héros dont j'ai envie d'être, quoi, tout simplement. C'est quoi tes deux, trois grosses sessions d'entraînement qui se sont passées et qui sont arrivées dans ta vie? Tu vois, genre les Voilà, deux, je sors trois d'un points, bootcamp tu te assez dis, fort. je suis passé par des trucs. C'est vraiment ces 2 ou 3 points, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, honnêtement, ce truc-là, ça en a détruit certains, mais moi, à la fin de la journée, je me rends compte que ça m'a forgé. Je pense qu'il y a eu, allez, trois éléments. Dans l'ordre, sur le plan perso, un tunnel qui a duré de mes 15 ans, pratiquement à mes 20 ans, de mauvaises nouvelles personnelles, ma mère très très malade avec une maladie ultra rare, un cas tous les 70 ans aux États-Unis, opération, gros changement, derrière médecin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, inquiétude, rechute et tout. Puis quand elle allait bien, mon frère qui fait une crise cardiaque et est dans le coma depuis un moment. Et puis quand on commence à s'habituer à cette situation, un enchaînement de décès, grands-parents, entourage, machin, qui s'arrête pas. Et ce tunnel a duré de mes 15 ans à mes 20 ans. Et franchement, pas simple d'avoir continué à étudier, être bon élève, vivre sa vie, euh, avoir des ambitions académiques à ce moment-là, on va dire, et juste essayer d'avoir une vie normale, pas simple. Et je pense qu'il y en a plein qui auraient sombré, et j'en connais en fait qui,
dans la même situation que moi, bah, sont pas sortis dans mon entourage. Ça, c'est le premier tunnel, 5 ans. Donc 5 ans, franchement, il y avait de la joie, hein, mais 5 ans de malheur. La deuxième chose particulière, c'est de décider de faire du salariat pendant 2 ans et 8 mois juste pour apprendre et investir dans l'immobilier en faisant un truc que j'aimais pas tous les jours et en me déchirant pour me dire il faut que je sois le meilleur. Alors c'est un truc qui peut paraître pas dingue émotionnellement, mais quand tu te lèves tous les matins en disant qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Mais qu'au final tu dis ouais je sais pourquoi je l'ai fait, ouais ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, mais allez on le fait. C'est quelque chose de particulier, surtout quand ça dure 2 ans et 8 mois. Et la troisième chose là, on pourrait dire bah c'est la guerre en Ukraine. J'habitais en Ukraine pendant 2 ans, je vivais ma vie de rêve, la vie après laquelle j'ai couru toute ma vie. Et un jour, un matin, à 4 heures du mat, les bombes, euh, la guerre, quoi, la guerre, la fuite, tous les sentiments qui vont avec. C'est la colère, la tristesse, le fait d'être désabusé, l'incompréhension, et derrière une phase, je dirais pas de dépression parce que c'est une maladie et j'étais pas malade, mais un état dépressif en tout cas, pendant un moment et léthargique où j'avais envie de rien et où j'étais vraiment blasé de tout quoi. Euh, et ça j'en sors, même si je continue à souffrir de la guerre, pas par rapport à ma propre vie, mais par rapport aux gens que j'aime et qui souffrent de ça autour de moi, et parce que j'adore l'Ukraine. Ça, je dirais que c'est une phase aussi qui m'a beaucoup marqué récemment en tout cas. Ok. Et moi, tu vois, il y a deux trucs qui m'ont inspiré là-dedans, dès que je t'ai rencontré. Petit un, je me suis dit, tu sais, un peu comme les mèmes sur Twitter, le jour où tu penses que t'as une vie de merde, pense à Kevin. Et je trouve que ça a aidé pas mal à relativiser, parce que Enculé. et, et le truc numéro 2, c'est que tu vois, moi pour l'instant, j'ai la chance dans ma vie, parce que enfin, je suis aussi beaucoup plus jeune et j'ai moins d'expérience, de ne pas avoir, tu sais, j'ai toujours pas subi de vrais gros échecs marquants qui font mal, tu vois. Et moi, tu sais, l'une de mes craintes, c'est comme cette phobie, il y a une phobie qui est folle, c'est un peu Inception, c'est la phobie d'avoir peur. Je connais plus le nom de ce truc, mais t'as une phobie qui est connue, c'est le fait de la peur d'avoir peur. Ouais. Et moi, tu vois, euh, peur du succès, peur de la réussite, je sais pas, ou peur de l'échec peut-être. Mais tu vois, je me suis toujours dit, si jamais, même si toute la journée je suis là en train de dire ouais, vas-y, je fais tous les jours le même truc, j'y arrive, j'avance, il n'y a aucun problème. La vérité, c'est que je me dis, est-ce que si moi demain j'ai un gros choc dans ma life, tout pète, tout explose, et tu vois, je subis un truc qui est vraiment dur, est-ce que j'aurai la force et le courage de repasser tous ces steps que j'ai passés? Parce qu'il faut pas se le cacher, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal de quitter sa famille et de partir à l'étranger pour travailler et se bouger. Ça fait mal de refuser tous les jours de sortir, de manger un truc bon, de glander sur Netflix. Tous ces trucs-là, c'est des choix de force qui, sur l'instant T, font mal, même si après, en plaisir différé, tu gagnes beaucoup plus. Mais tu vois, moi, les deux trucs qui m'ont fait kiffer, c'est, ok, ce gars-là a 1000 fois plus de, euh, de raisons pour se plaindre que moi et il se plaint pas. Et le truc numéro 2, c'est ce mec-là, après avoir subi tant de choses toute sa life, il a réussi à repartir et à se relancer. Et du coup, moi, mes deux questions, c'est question numéro 1, daily, au jour le jour. Quand il t'arrive des dingueries comme ça, un décès, une maladie, une guerre, je veux dire, une guerre c'est chaud, tu vois, il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui connaissent la guerre, mais je veux dire, t'as quand même décroché le pompon, tu vois. T'as chopé le pompon, quoi. Faire péter une guerre en plein milieu de Kiev, c'est même à se demander si t'as pas, c'est comme dans les dessins animés, le petit nuage noir qui te suit de partout. Bref, comment tu fais daily pour te dire, mais est-ce que je suis pas marabouté, tu vois? Est-ce que j'ai pas un truc sur moi qui me suit partout? Et comment tu fais pour te lever tous les matins en disant, bah vas-y, c'est pas grave, je vais avancer et je vais me bouger? Et la question numéro 2, c'est quand tu as eu ton gros down léthargique, qu'est-ce qui t'a fait te dire, au lieu de vivre de tes rentes immobiliers ou vas-y, de continuer tranquillement à vivoter, de te dire non, je repars sur un gros truc avec du stress, avec des risques, et je choisis pas le choix de facilité après avoir pris tant de claques dans la gueule. Ouais, c'est une question qui est intéressante, déjà par rapport au mot que tu as choisi. Tu vois, au début, tu parlais de toi et tu parlais de potentiel échec et tout. Sache que moi, en tout cas,
Dans tout ce que je te raconte, je pourrais te dire, j'ai jamais vécu l'échec dans ma vie. Je sais pas ce que c'est, ou peut-être je l'ai vécu, mais en tout cas, je me raconte pas cette histoire-là, tu vois. Donc déjà, c'est un premier point. L'échec, ça veut dire que quelque chose est fini, c'est terminé et basta. Moi, je considère que c'est des expériences. En fait, bah, soit je gagne, soit j'apprends, comme dirait Mandela, tu vois. En gros, je connais pas forcément la défaite. Ensuite, je te renvoie à la première question que tu m'as posée. C'est en une phrase pour te définir, Kevin, ben, je te dis, pour avoir la vie d'un héros, il faut l'entraînement d'un héros. Et vu que moi, je me raconte cette histoire-là, moi, en fait, je me dis, je suis Hercule et je suis en train de vivre mes 12 travaux, tu vois, en gros, avant de devenir la référence. Donc, en fait, moi, je me dis que ça fait juste partie de la vie. Et vu que la vie m'a appris que ça, bah, en fait, je me dis que c'est ça la vie. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si toi, en fait, depuis que t'es petit, tu joues au football, bah, tu te dis dans la vie, bah, le football, ça fait partie intégrante de ma vie depuis petit. Mes parents, ils jouent au foot. J'ai toujours fait du foot. Bah là, c'est pareil. Moi, dans ma vie, il y a eu plein de galères. Je me dis que ça fait partie de la vie. Et quand je vois des gens qui n'ont pas vécu, je suis presque stressé pour eux. Je me dis, putain, le jour où ça va leur tomber dessus, ça va leur faire bizarre, quoi. Ça va être tout drôle. Enfin, du moins, ça va pas être drôle pour eux. Euh, Après, quand par contre j'ai des galères, bah, pour le coup, bah, je souffre. Concrètement, je souffre fort, tu vois? Et moi, en fait, ce qui me fait, switcher à un moment donné pour avoir de l'énergie, c'est qu'à un moment donné, j'ai atteint la limite de la souffrance où je me dis: «Là, c'est plus possible de souffrir plus». Pas parce que je peux pas endurer plus, juste parce que je viens de voir que je suis arrivé au maximum, tu vois? En gros. Je me dis: «Ah là, j'ai atteint le maximum» et en fait, c'est ça qui m'alerte à me dire: «Ah bon, maintenant, il faut qu'on passe de l'autre côté». Et le plus dangereux pour moi, ça serait d'avoir une souffrance qui soit pas assez puissante pour me faire passer à l'action, en gros. D'avoir un truc latent sur lequel je me dis, ah, je souffre, mais c'est ok. J'arrive à vivre avec. Donc là, la guerre, c'était assez violent. J'avais pas d'énergie, mais je me suis dit qu'il fallait que j'accepte, en fait. Je me suis dit, en fait, c'est normal de pas être bien. T'as plus d'appart, t'as plus tes potes, t'as plus le pays où t'aimes, t'as plus tes habitudes, t'as plus tes fringues, t'as plus rien. Donc c'est normal de pas être bien. Genre, faut pas que je me raconte une autre histoire, quoi. Et après, à un moment donné, c'est juste, je vois des gens qui font des choses autour et je me dis, putain, c'est bien ce qu'ils font, mais moi, je pense être un mec encore meilleur qu'eux. Pourquoi eux, ils ont le droit à avoir des résultats et moi, je pense que je suis meilleur et je peux pas en avoir, quoi. Juste parce qu'il m'arrive la guerre. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Et du coup, bah, ce qui me pousse, c'est beaucoup mon ego. Donc, je te dirais que mes deux drivers, c'est d'un côté mon ego, mon envie de réussir et de me dire, hé les gars, moi aussi, je suis dans le game. Il faut que je réussisse parce que c'est mon destin. Vu que je veux vivre la vie d'un héros, ben un héros, à un moment donné, il a la gloire. Et de l'autre côté, c'est souffrance. Dès que j'ai pris le mur et que le mur est explosé, bah, du coup, je me dis, bon, allez, maintenant c'est bon, on a vu ce que c'était, on passe à autre chose, quoi. Putain, énorme. Ok. C'est bon ça. C'est bon le truc de se dire, tu vois, moi c'est un truc sur lequel je m'engueule beaucoup avec Alex, parce que lui, moi qui connais sa vie d'un œil extérieur, je te garantis qu'il a morfé dans sa vie et qu'il a eu beaucoup de choses qui auraient fait que peu de monde se relève, tu vois. Et lui, toute sa life, l'histoire qu'il se Mhm. raconte, c'est mec, moi j'ai jamais échoué, j'échouerai jamais et tout ce que je fais, ça réussit. Chaque truc que je touche se transforme en or. Et ce mec-là est tellement convaincu de cette histoire qui se raconte toute la journée qu'il est incapable de percevoir le moindre échec ou le moindre challenge qu'il a rencontré. À la fois, c'est relativement dangereux parce que du coup, tu vois, il se remet plus en question, mais à la fois, c'est un pouvoir qui est ouf parce que ce, parce que tout ce que génère, enfin toute la partie négative, tout le downside que génère une prise de conscience d'un échec ou d'un challenge ou d'un truc que tu dois surmonter, euh, ça t'amène quand même cette part de négativité en mode putain, est-ce que je vais y arriver? J'ai pas de chance. Et commencer à, tu vois, faire Mhm. tourner des idées noires dans sa tête. Et c'est intéressant parce que ça fait vachement penser à lui, dans le sens où ce gars-là, des fois, il essuie des échecs de dingue. Et en fait, quand il me parle, il me dit ouais, mec, regarde, on a appris ça, on a compris ça, on a réussi ça. Et tu vois, il arrive toujours à trouver une douille et à me raconter une histoire où en gros il m'explique techniquement qu'on a gagné quelque chose et qu'on n'a pas perdu, tu vois. Et ça me faisait penser à mon frère parce que mon frère c'est un putain de mauvais perdant. Et à chaque fois moi tu vois, j'estime être pas un mauvais perdant. En tout cas j'ai l'impression. J'aime beaucoup gagner, mais si je perds c'est ok. Et lui tu vois quand je parlais avec lui, il me disait, euh,
enfin, je parle encore avec lui, mais je me rappelle de cette phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, je perds jamais parce que la personne d'en face est plus forte que moi. Je perds parce que sur l'instant T, j'ai été moins fort que lui. Et j'avais kiffé cette tournure. Ok. Parce que dans le mindset, il était en mode, mec, c'est pas lui qui a fait plus ou qui, je veux dire, objectivement est meilleur que moi dans un concept ou sur un sport, mais c'est juste moi à l'instant T qui n'ai pas fait les efforts nécessaires. Mhm. Et je trouve que ça rejoint pas mal l'état d'esprit que tu as démontré dans cette réponse. Et du coup, la question, c'est, bon, explique-moi un peu cette période de down, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a envie de savoir, putain, c'est quoi la guerre, des trucs qui éclatent. J'imagine que d'un côté, il y a une partie de toi qui a pas envie d'en parler parce que c'est assez douloureux, mais de l'autre côté, je pense que c'est assez révélateur de ta vie et ça fait partie intégrant et intégrale de ce que tu as vécu. Donc, raconte un petit peu cette période terrible pour que tout le monde puisse relativiser et que même si quelqu'un se retrouve vraiment dans une galère, il se dise ce mec-là a réussi à le faire et à s'en sortir, donc je dois aussi me bouger le cul et y arriver. Ce qui est intéressant dans ce que tu me racontes, juste pour rebondir déjà, je pense que ce qui compte dans la vie, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et c'est la seule chose qui compte en réalité. Et c'est pour ça que parfois on comprend pas les autres ou les gens se sentent incompris, mais parce qu'en fait on met des prismes, des masques, on l'appellera comme tu veux, et du coup on regarde quelqu'un, on dit mais comment il peut se raconter ça et tout. Et tu m'avais raconté par exemple l'exemple d'Alex. Moi je l'avais perçu d'une manière complètement différente, tu vois, avec ce qui lui était arrivé comme drame et tout. Et comment il l'a pris après, moi je me disais, ok, il y a une partie dramatique, mais d'un autre côté, je me disais, il a une situation cool. Vraiment, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Et lui, par contre, il s'est dit, je suis au pied du mur, en gros. Et je trouve ça intéressant, tu vois. Après, pour répondre par rapport à la guerre, ce qui est trop drôle, en fait, sur toutes les périodes de down, toutes les périodes qui ont été douloureuses pour moi et tout, et même parfois les périodes heureuses, mon cerveau me dit que ça n'a pas existé. En fait, il se souvient, mais vu que j'arrive plus à ressentir l'émotion du moment, bah mon cerveau il dit ah c'était cool ou c'était pas cool, mais il y a plus d'émotion qui est liée, donc c'est juste des choses comme si on m'avait mis des images et j'étais dedans, mais c'est pas que c'est plus important, mais je le perçois différemment à un moment donné avec le temps. Ce qui m'a marqué en tout cas pendant quand j'ai compris que la guerre démarrait, c'est qu'à aucun moment je me suis dit que j'allais canner. À aucun moment je me suis dit j'ai des potes qui vont peut-être mourir ou quoi. Mais je me suis dit, par contre, ma vie de rêve est morte. Et limite, je me disais, entre choisir de canner physiquement ou avoir ma vie de rêve qui meurt, je préférerais limite canner, en gros. C'était presque plus douloureux pour moi. Parce qu'en fait, je me suis dit, là, c'est le moment de partir, et la guerre va pas durer de 2 heures, quoi. Dans ma tête, j'avais compris que ça allait durer longtemps. Et après, beaucoup d'incertitudes et tout. J'ai pas mal échangé avec un ami sur place qui était militaire et qui m'a donné des consignes. Et un autre moment qui m'a marqué, c'est quand on s'est parlé, il m'a demandé d'aller chercher sa copine pour fuir à 5 heures du mat, à un moment donné, on dormait dans un parking. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que je vais plus jamais le revoir de ma vie, vu qu'il avait des fonctions particulières. Et ça m'a beaucoup marqué. Et je me souviens que quand j'ai raccroché, je suis allé pleurer à chaudes larmes pendant 15 minutes, quoi. Et ça, c'était vraiment complexe. Ensuite, on a fui, et globalement, la fuite, elle a duré quelques jours. C'était long. On n'avait pas à manger, il n'y avait pas d'essence, il y avait des bombardements partout. On a vu des militaires sauter d'hélicoptères pour essayer de prendre la ville de Kiev. On voyait des tanks partout. On a pris l'autoroute à 150 km/h à l'envers. On esquivait les tanks. Il y avait des tirs, des mortiers. Il y a des gens qui ont essayé de carjacker notre voiture, des séparatistes. On a dormi 3 jours à une frontière dans le froid. Et bizarrement, en fait, dans cette situation-là, t'es en mode automatique, tu réfléchis pas trop. J'ai beaucoup rigolé pendant cette période-là. Tout le monde, j'étais avec 8 filles, tout le monde m'a dit, putain, mec, comment tu peux rigoler autant? C'est bizarre, mais je me suis souvenu d'un livre de Viktor Frankl qui disait que quand tu penses que t'as tout perdu, la seule chose qui peut te rester, c'est l'humour et d'avoir un objectif de vie. Et en fait, ce gars avait traversé les camps d'Auschwitz. Il disait que l'humour aidait beaucoup les gens, en fait. Euh, et moi, genre, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire des blagues tout le temps. Et j'étais très détendu. Je me souviens que ma copine me disait, quand on allait à la pompe essence, mais cours, mets l'essence, va acheter les trucs,
c'était le bordel. Et moi, genre, je me détendais, j'étais là en mode, je faisais des étirements, tout. Je prenais vraiment mon temps, tu vois. Donc, c'était un moment bizarre où mon cerveau était pas vraiment là. J'étais tranquille dans ma tête. Je me disais que j'allais pas mourir. Par contre, je sentais beaucoup de pression de l'extérieur, ma famille, mes parents, mes amis. Ça, c'était compliqué parce que eux, ils voyaient des images que moi, je voyais pas. En même temps, j'avais les journalistes qui m'appelaient et tout. Ça, c'était plus dur à gérer. Mais au final, le plus dur était vraiment une fois que je suis arrivé en France pour moi. Là, genre, je me suis dit, c'était horrible parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être Mario. Je joue à Mario, j'ai passé le monde 1, 2, 3, j'arrive au monde 100, j'ai battu Bowser, j'ai gagné, je suis avec Peach en gros, et moi je suis à Kiev, tu vois, j'ai tout gagné. Et en fait, d'un coup, il y a le cousin de Bowser qui arrive, c'est Poutine, et en fait, il me renvoie au monde 0, d'où je reviens. Et je l'ai vraiment perçu comme ça, c'est retour à la case départ, quoi. Donc je viens de Cannes, hein, c'est super bien, mais quand je suis arrivé, croyez-moi que pour le coup, j'avais l'impression d'être arrivé dans la Creuse, quoi. Je m'étais dit, waouh, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai gagné, on vient de tout m'enlever. Et je suis plus rien. Tout ce que j'ai, bah, je l'ai plus. Et du coup, je me disais, je suis plus rien. Et ça, c'était vraiment le raccourci le plus dangereux que je me suis fait. C'est de me dire, tu es ce que tu possèdes. Et vu que je possède plus rien, bah, je suis plus rien. Assez simple. Les, les gens se rendent pas compte, je crois, de la dinguerie qu'était Kiev. J'ai eu la chance d'y aller une fois dans ma vie et j'en retiens des souvenirs juste insane. Pour te mettre un peu de baume au cœur et de sourire sur les lèvres, raconte-moi un peu c'était comment Kiev. Bah, Kiev, déjà, moi, ce que j'aimais dans cette histoire, c'est que le pays est indépendant depuis 91 et moi je suis né en 92. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir le même âge que le pays. Et ça, c'est un truc unique. Même si l'histoire de ce pays, de ces terres est bien plus ancienne que mes 30 ans, tu vois. Mais moi, je m'en racontais cette histoire, qu'on grandissait, l'Ukraine et moi ensemble. Donc ça me faisait kiffer déjà de me dire ça. Ensuite, en termes de dynamisme, tu sentais que c'est un pays où il y a vraiment des possibilités que les choses changent positivement comme négativement. Et ça, c'est cool. En France, c'est un truc que j'arrive pas du tout à percevoir. Je sens plutôt de la stabilité et limite un déclin. En Ukraine, tu sentais que c'était all-in, quoi. C'était rouge ou noir. Et ça, c'était trop, trop kiffant. L'autre point qui était cool, c'est que j'aime faire des choses que les gens font pas. Donc, vivre dans un endroit où il y avait personne d'autre que moi, je me disais, ah, c'est trop cool pour moi. Après, il y a une dynamique de dingue. Il y a beaucoup d'endroits où sortir. Les gens sont plutôt festifs, accueillants. L'été, c'est incroyable. Tu as un pouvoir d'achat de dingue. Tu rencontres des gens magnifiques. Tu rencontres des femmes qui sont très belles aussi. Donc, c'est intéressant. J'ai beaucoup aimé la culture que j'ai découvert. J'ai découvert plein de choses que j'avais une arrière-arrière-grand-mère en réalité qui venait d'Odessa en Ukraine, truc que je savais pas. J'ai découvert qu'en fait, l'Ukraine, la fondation de Kiev était très liée aux Vikings et aux Vikings notamment de Suède. Et moi, je suis franco-suédois, donc je me disais putain, il y a peut-être pas de hasard, c'est peut-être ici ma place et tout. Donc là aussi, tu vois, c'est des histoires que tu te racontes. En tout cas, l'histoire que je me racontais là-bas, elle me plaisait beaucoup. Et, euh, et ouais, je m'y sentais super bien. J'habitais sur l'équivalent des Champs-Élysées en Ukraine. C'était vraiment cool. Et, euh, et là où je suis heureux, c'est que juste avant de partir, j'ai eu l'occasion d'organiser une immersion à Kiev et de faire découvrir en fait l'Ukraine à 45 entrepreneurs français juste 2 semaines avant la guerre. Et ça, pour moi, c'était la plus belle chose que je pouvais faire, en tout cas, de montrer aux gens à quel point l'Ukraine, c'est stylé. Et donc voilà. Après, je considère pas que c'est fini. Pour l'instant, c'est un moment qui est dramatique. Mais ce que j'ai appris, en tout cas, de ma propre vie, c'est que la vie l'emporte toujours sur la mort, sur la guerre et tout. Et même si ça doit durer 100 ans, et c'est pas ce que je souhaite, à un moment donné, ça ira bien, j'en suis sûr, quoi. J'ai regardé un reportage de je ne sais plus qui et j'ai été là qui est reparti genre à Kiev il y a pas longtemps et j'ai été fasciné d'un truc. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça, mais c'est la capacité de reconstruction qu'ont les Ukrainiens. Là, en gros, ils prenaient l'exemple, tu sais, d'un petit parc pour enfants avec, imagine, une balançoire, un petit toboggan et une carpette rose, là, qui a été Mhm. bombardé. Donc, en gros, tu vois une photo où t'as un putain d'eau, enfin, tu sais, t'as des trous d'obus monstrueux. Et les mecs, en l'espace d'une semaine, ont reconstruit l'endroit
pas tellement pour la praticité ou pour que les enfants puissent revenir et jouer, mais juste, je trouvais ça beau parce que l'Ukrainien qui témoignait disait philosophiquement, ça nous permet de nous dire qu'on est encore en vie et que presque d'une certaine manière, la guerre n'existe pas. Et tu sais, en mode, euh, on est en train de créer ce truc-là où on fait l'effort, enfin, pas d'oublier, je pense que d'oublier, c'est pas le bon terme, mais de se rappeler des côtés dont on doit se rappeler, mais de continuer à vivre et de continuer à garder le smile. Euh, et je trouvais ça intéressant comme truc. Ça m'a fasciné le truc, de se dire, les mecs, en une semaine, ils ont tout qui part en vrille. Enfin, je veux dire, ça part en vrille dans tous les sens, ça explose, il y a des morts, des trucs et tout. Ils ont pas à graille et les gars, ils prennent le temps de reconstruire un putain de parc pour enfants parce que philosophiquement, ça a du sens. Ça m'a fait kiffer ça. Ok, top. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est intéressant ce que tu racontes, mec. Juste, je voulais rebondir là-dessus. Je pense qu'en France, on n'a plus la culture de la guerre, et Dieu merci. Et en fait, on a oublié dans notre histoire qu'à un moment donné, une partie de la France a été complètement détruite. Il y a des villes qui n'existaient plus, et on a réussi à les reconstruire très rapidement. Et du coup, les Ukrainiens essaient de faire ça. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu politique aussi de soutien à la guerre, pour pas que les gens disent on n'en peut plus, on arrête cette guerre et on est prêt à perdre beaucoup. Et du coup, il y a aussi cet enjeu de dire faut qu'on reconstruise vite pour que les gens ils se disent que ils vivent dans des conditions à peu près normales, quoi. Et après, philosophiquement, comme je t'ai dit, je pense que la vie l'emporte toujours sur la mort et la guerre. Regarde, malgré le Big Bang, tout ce qui a pu se passer dans notre monde, des bombes nucléaires, des guerres et tout, on est plus d'humains que jamais dans l'histoire de l'humanité, tu vois. Donc je me dis que, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. La vie est plus forte que la mort. Et c'est certainement aussi ce qui me drive dans ma vie personnelle. Intéressant. Ok, et avant de transitionner et de passer sur bon, la nouvelle aventure dans laquelle tu t'es lancé, est-ce que tu as une vraie anecdote Mhm. cool qui, quand tu la racontes ou quand tu y penses, tu vois, te fait comprendre à n'importe qui qu'est-ce qu'était Kiev et qui t'était à cette époque incroyable. Là, j'ai des anecdotes, j'en ai plein, des très hardcore. Je suis pas sûr que ça passera. Euh, mais ce que je peux te dire, c'est, je me souviens, ouais, il y en a tellement, mais je vais te raconter une histoire juste simple, mais tu pourras comprendre un peu l'influence que je pouvais avoir là-bas et ce que j'aimais là-bas. Ça parlera aux mecs, moi aux filles, mais tant pis. Euh, En gros, on était avec un pote, avec deux gars, et ils me demandent de faire une soirée, ils venaient d'Estonie. Et ils me disent, Kevin, tu peux nous organiser une soirée, ça va être cool et tout, dans un club. Et en fait, je connaissais pratiquement tous les managers de tous les clubs. Et, euh, et j'arrive dans un club et je prends une table au deuxième étage du club où tu sais, t'as la vue sur la fosse. C'est vraiment le truc. Quand t'as beaucoup d'ego, c'est assez stylé. Toi, t'es en VIP et tu regardes les gens en bas, tu vois. Et du coup, on y va. Et le mec me dit, ah, mais c'est pas top. Si on n'a pas de filles, tu vois, ça fait un peu bizarre d'avoir que des gars. Et on aurait dit une meute, quoi. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, j'ai regardé, j'ai posé mes yeux en bas. Et il y avait au moins 15 nanas que je connaissais. Et je suis descendu. Et juste, elles m'ont vu. Et les meufs, genre, littéralement, couraient. Elles me disaient, oh, c'est toi, qu'est-ce que tu fais là et tout. Et en fait, on s'est retrouvés à la fin. On était, ouais, trois quatre gars avec 15 nanas. Et l'idée, c'est pas de dire qu'on était des mecs ou je sais pas quoi. Juste, l'idée, c'est qu'en fait, moi, je sortais tous les soirs là-bas. Tous les soirs, tous les soirs. Et il y a pas mal d'endroits, mais au final, les gens se retrouvent quand même dans les mêmes endroits. Ce qui fait que je connaissais tout le monde. Et dès que je sortais, je savais toujours que j'allais avoir la meilleure table, les meilleures connaissances, euh, les meilleurs services et tout. Et ça, c'était un truc qui te rend assez addict, parce que je pense que le pouvoir rend addict en réalité. Et c'est ce qui crée d'ailleurs un degré différent des dictateurs et des personnes complètement dingues, parce que plus tu as de pouvoir, et plus t'en veux, tu vois. Aujourd'hui, le pouvoir passe par l'argent, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est bah, justement quand tu fais de l'argent, bah, t'en veux toujours plus. Et les gens pauvres disent tout le temps, mais je comprends pas. Pourquoi il veut plus d'argent? Il a déjà 40 millions. Mais en fait, les gens comprennent pas que c'est pas assez et c'est pas qu'une histoire de compter ses sous, c'est une histoire d'influence. Parce que quand t'as 40 millions et 40 milliards, t'as pas la même influence sur ce monde, en gros.
Et quand tu as 40 millions et 100 millions, pareil, t'as pas la même influence. À 100 millions, tu peux te dire que tu peux t'acheter un jet. À 40 millions, ça va être compliqué. Tu te dis que, ouais, il va t'en rester pas beaucoup, tu vois. Et ça, c'était très addictif pour moi d'avoir de l'influence où j'étais. Et en plus, quand je faisais découvrir aux gens, les gens, ils m'appelaient le prince là-bas. Il y avait des endroits où on m'appelait très souvent le prince, tu vois. Le prince de Kiev. Bref, c'était notre vie. Incroyable. Ça, c'est bon, ça. Ok, bon, bah, transition toute trouvée parce que le prince a eu un down dans le règne, mais commence à redorer sa couronne et, euh, et avancer. Donc, période de transition. Et là, te vient une idée dingue. Tu vois, moi, c'est le réflexe que peut-être j'aurais eu de me dire, bon, tu sais, t'as fait des gros trucs, t'as vécu une vie de dingue et tout, et de te dire, vas-y, ben, est-ce qu'on se poserait pas à faire un truc plus simple et récupérer, prendre un peu de temps. Et toi, non. Back to back, l'idée que t'as eue, c'est de te relancer dans un pari un peu fou et entreprendre dans un milieu qui est à la fois extrêmement overcrowd, où il y a beaucoup de gens, mais à la fois il n'y a pas grand monde, on s'en rend compte parce j'ai la chance de collaborer avec toi là-dessus. Donc dis-nous un petit peu, parle-moi de cette transition et qu'est-ce qui a fait qu'après ce premier événement que tu as fait à Kiev, tu t'es dit vas-y, je vais partir là-dessus, ça me fait kiffer, je veux en faire plus. Explique-moi cette transition et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Vision, parce qu'on va en parler, est devenu ton nouveau bébé et le projet qui te tient à cœur. Bah, à chaque fois, je réfléchis aux mots que tu utilises, ça me fait toujours tilter. Tu vois, tu m'as parlé de prince et de règne. Enfin, un prince ne règne pas, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on m'appelait le prince et pas le roi. Et du coup, moi, j'ai toujours le sentiment d'être un petit prince et de pas encore être un roi. Et c'est vraiment la quête de ma life, tu vois. Devenir un roi et de me sacrer tout seul, tu vois. J'ai pas besoin de quelqu'un de sacre dans une cathédrale ou, ou je sais où, ou je ne sais pas où. Euh, et Et ensuite, être roi, par rapport c'est, à... c'en est où pour toi être roi? Roi, c'est quoi? Parce que tu vois, c'est intéressant parce que du coup, c'est relatable à la question du bonheur. Est-ce que pour toi, ce sera Hmm. des KPI à atteindre? Quand est-ce que tu pourras dire, ok, mec, là, qu'ils disent ou non, j'enlève la petite couronne ou la pré-couronne du prince s'il en a une, et je me fous la vraie grosse couronne avec les gros rubis en plein milieu. Je me dis que je serai roi quand j'aurai le sentiment de jouer à mon propre jeu avec mes propres règles, toute la journée, toute la nuit, tous les jours de l'année. C'est très lié à l'argent, c'est très lié à plein de choses dans ma vie importantes pour moi, tu vois. Mais je me dirais, c'est qu'en fait, je suis libre de vraiment faire tout ce que je veux quand je veux, au moment où je le veux. Et, euh, et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pour ça que du coup, je suis le petit prince qui attend sa couronne, enfin qui va aller la chercher, parce que si je l'attends, elle n'arrivera jamais, tu vois. Donc voilà. Et pour reprendre sur Vision, en fait, ce qui est intéressant quand tu es en phase de down, tu comprends vite ce qui a pas de sens pour toi et ce qui a du sens pour toi. Alors au début, rien n'a du sens. Et à un moment donné, en fait, vu que tu as très peu d'énergie, tu vas la mettre que à un endroit qui pourrait être bien pour toi, tu vois, en gros. Je sais pas si tu comprends. Très bien, ça fait sens pour moi. Tu m'entends ou pas? J'ai l'impression que ça a bugué. Ouais, je t'entends. Il y a peut-être juste un petit décalage, mais je t'entends très bien. Ouais. Ouais. Bah, en fait, je vais te donner un exemple assez simple. Quand, admettons, il te reste 1 minute à vivre et je te dis, mais qu'est-ce que t'en fais? Bah, tu vas peut-être la mettre à un endroit qui a le plus d'importance pour toi, genre appeler tes parents ou j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, quand t'es en période de down, t'as très peu d'énergie, ta jauge, elle est tout en bas. Donc en fait, si dans ta jauge, on te dit, ouais, t'as rien, et en plus, il faut que tu fasses un truc qui va te faire chier, tu vas concrètement pas le faire, tu vois. Et en fait, quand j'étais vraiment au plus bas, je me disais, mais qu'est-ce qui m'a fait vibrer et qu'est-ce qui me fait vibrer? Et en fait, je me suis rendu compte que le coaching online me faisait plus vibrer, que donner des cours en tant que prof dans des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs pareil, que former des gros managers dans des belles startups ou des grands groupes, bah ça me faisait plus vibrer. Et le seul truc qui m'avait fait trop kiffer en fait, c'était Vision. Et je me disais en plus, le dernier était à Kiev. Ah, il y a un signe, tu vois. Kiev m'a peut-être donné ce dernier cadeau-là en fait, de lancer quelque chose
qui va me suivre et qui sera grand. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, on continue. Et en fait, on en a fait un en fin mars, direct, à Cannes. Et là, le seul message que je voulais passer aux gens, c'est les gars, vous pouvez penser que vous êtes mort ou quoi, mais lâchez jamais rien dans la vie. Vous pouvez avoir toutes les excuses du monde, mais à la fin, vous avez quand même le choix d'avancer ou pas, quoi. Et du coup, on a fait un vision à Cannes et c'était vraiment le message que je voulais transmettre aux gens, c'est ouais, je me sens dead à l'intérieur, mais regardez, je suis encore là, quoi. Je suis là et je suis là pour vous, quoi. Je suis là pour moi, je suis là pour tout le monde et je fais mon max pour qu'on continue cette histoire-là. Et voilà. Et puis après, le down est revenu après Vision et à Cannes, pardon. Et ensuite, Marrakech, c'est venu parce que ça m'inspirait, quoi. Je me disais, euh, je me disais, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, c'est un truc qui est overcrowd. Et en fait, ça, c'est une croyance que beaucoup de gens ont. Ils se disent, waouh, tout est bouché. Alors ouais, sur le papier, si on regarde en termes de quanti, tout est bouché. Mais dans ce cas, tu peux te dire pareil, quand tu cherches une copine ou un copain, tu te dis, waouh, comment je vais faire? En face de moi, il y a 50% de la population qui est un homme ou qui est une femme. Donc, ils vont tous me prendre la meuf ou le mec que j'aimerais avoir, tu vois. Et le business, c'est pareil. Tout est bouché, mais en fait, qu'est-ce qui est quali dans le business, quoi? Bah rien pratiquement, pratiquement rien. Là en ce moment on cherche des guests. Avant on les appelait des speakers, donc je vais dire des speakers pour ceux qui nous entendront, francophones. Bah en fait tu couches 50 noms euh, sur un papier et c'est fini quoi. T'as plus rien. T'as des gens qualitatifs mais ils vont pas t'amener du monde. Et c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai découvert cette année, c'est qu'en fait du quantitatif il y en a partout, mais du qualitatif il y en a très peu. Et c'est assez chouette, tu vois. Et c'est la référence que j'ai aussi quand les gens me disent qu'ils comprennent pas vraiment. Je leur dis, regardez les marques de luxe, il y en a pas 450. Il y en a 20, 30. Donc vous voyez que pour faire du luxe, c'est pas facile. Il faut avoir des moyens, du savoir-faire, des choses comme ça. Ben, nous, à Vision, on se veut être les meilleures immersions francophones. Et du coup, bah, il y en a pas tant que ça des immersions qui nous concurrencent. C'est pas dire que les autres sont merdiques, mais il y en a pas tant que ça. Et moi, en tout cas, ça me faisait vibrer de lancer Vision et de continuer. Ça me faisait vibrer d'apporter de la valeur là-dessus. Ça me faisait vibrer de dépoussiérer un secteur où tout le monde dit tu feras pas d'argent et c'est de la merde et tu prends beaucoup de risques à chaque fois. Bah moi, c'est un truc qui me plaît. Et vu que pour être un héros, il faut avoir l'entraînement de héros, je me dis ah ça a l'air difficile, ok, on va essayer quoi. Ça, c'est bon, ça. Bon, lourd. Et du coup, alors, pour The Backstage, les coulisses, la question qui est importante pour moi et que je pose et qui a du sens vraiment par rapport à ce que j'ai voulu créer, la, la différence et l'angle d'attaque que j'essaye de prendre, c'est selon toi, à l'heure actuelle, quels sont les 3-4 éléments que tu montres pas évidemment, sinon ça n'a pas de sens, mais les 3-4 éléments, les 3-4 piliers qui sous-tendent le business, qui font que Vision fonctionne ou pas, qui feront que Vision va fonctionner ou pas dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et ces piliers dont forcément les gens sont peut-être pas conscients, tu vois, mais qui pour toi, tu sais que c'est les trucs les plus importants sur lesquels tu dois te focus et qui vont faire la réussite ou non de Vision par la suite. Je pense que la réussite de Vision en backstage, c'est toujours d'aller faire des choses complexes que les autres n'ont pas envie de faire. Kiev, tout le monde annonçait la guerre, période Corona, pays pété sur le papier, aucun Français ne connaît l'Ukraine avant la guerre. Cannes, faire ça juste après la guerre, personne n'aurait voulu le faire dans l'état émotionnel où j'étais. Et à une période où il y avait 10 séminaires en même temps, je me souviens. Genre, c'était une période très particulière où j'étais, donc beaucoup, beaucoup de concurrence. Marrakech, relancer un aussi gros séminaire en termes d'orga, de speaker. Je parle pas en termes de monde, parce que c'est pas ça le plus complexe. Quand tu peux ramener 30 personnes, tu peux ramener 100 personnes, c'est pratiquement la même chose à gérer. Mais faire un all-in en termes d'argent et avoir autant de speakers, on avait Oussama Ammar, By Steve, Margot Klein, toi, on avait 10 speakers qui étaient incroyables, tu vois, les emmener tous sur 3 jours et faire en sorte qu'ils soient là tous les jours, pas simple. Euh, et là, la Laponie, en vrai, c'est la vraie fausse bonne idée, tu vois.
C'est trop bien la Laponie, mais ça coûte un bras, c'est galère, il fait froid, il y a plein de, t'as, t'as très peu d'hôtels, très peu de restaurants, t'as des monopoles à chaque fois que tu t'adresses à un partenaire, donc en fait ils peuvent te manger à n'importe quelle sauce. Et là aussi, c'est beaucoup plus simple d'organiser un séminaire à Paris qu'en Laponie, quoi, concrètement. Donc je pense que c'est ça, c'est de jamais aller dans la facilité pour nos immersions, et je pense que nos clients le perçoivent. Ensuite, dans les backstage, je pense que ce qui permet de remplir, c'est ma capacité à faire du follow-up comme un chacal et à mettre aucun ego là-dedans. Franchement, je suis le pire gars du follow-up en mode hardcore, quoi. Genre, je relance, je relance, je relance, je relance. Et là-dedans, il y a 30% de mon CA qui se cache, quoi. Donc ça, c'est un truc que je partage pas en public, parce qu'il faut toujours montrer qu'on est facile, qu'on remplit facile ou quoi. Mais il faut aller convaincre une personne de lâcher 6 000 € à quelqu'un qui connaît pas pour 3 jours, 4 jours. Faut quand même le convaincre, tu vois, de la valeur. Et surtout que l'événementiel, dans le prisme français, c'est toujours bas de gamme. Donc aller leur expliquer une autre histoire, leur dire qu'en fait c'est pas bas de gamme, leur expliquer que ça va être personnalisé. En fait, faut presque éduquer ton prospect. Et du coup, il faut le relancer pour lui montrer aussi ta détermination à ce qu'il vienne si tu penses qu'il a le bon profil. En gros, on relance pas tout le monde, mais on relance les gens où on se dit putain, lui c'est la bonne personne, il doit être là parce qu'il va apporter et on va lui apporter énormément. Il y a des gens que je relance absolument pas. Donc ça, je dirais que c'est les 2 points. Le troisième point, bah, c'est la consistance, dans le sens où il y a très peu d'entrepreneurs et surtout d'infopreneurs qui régulièrement font des séminaires ou des immersions. Très souvent, le modèle, c'est à un moment donné, pour leur ego, ils en font un, ils voient qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, ils en font plus pendant 2 ans, puis d'un coup, leur ego leur dit, ah, ça serait bien qu'il y ait du monde autour de toi et tout. Allez, on en refait un et ils peuvent gagner de l'argent, quoi. Mais là, on en est au quatrième en un an. Il n'y a aucun infopreneur, à part peut-être Julien Musi, mais lui, c'est des séminaires dans le cadre d'un mastermind, c'est un peu différent, qui a fait autant de séminaires aussi fastidieux que Vision. Donc ça aussi, je pense que c'est la diff, c'est qu'on lâche pas l'affaire, qu'on est monoproduit et qu'on avance dessus. Euh, et le quatrième point, je pense que dans le backstage de Vision qui est intéressant, et que les gens ne captent pas quand ils sont pas venus à Vision, c'est notre capacité à capter des profils qui auraient jamais dû se rencontrer. Et ça, c'est pour moi un des points les plus importants de Vision, c'est de faire en sorte de mettre autour d'une table des gens qui ont rien à voir, si ce n'est qui partagent les mêmes valeurs. Ambition, bienveillance, famille, ouverture, excellence. Ça, c'est les valeurs de Vision. Et diversité. Et à côté de ça, on a des agriculteurs, des gens dans la musique, des gens dans le coaching, des gens qui ont des chaînes de boulangerie, des salons de thé, des gens qui font de la promotion immobilière et vendent des maisons en crypto. On a vraiment des profils qui devraient pas se rencontrer, quoi. Et ça, c'est un vrai travail de sélection. Et c'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent, ah, tu fais pas la sélection, je dis, les gars, je vous promets, quand vous venez, vous allez voir que vous comprendrez que vous n'allez pas vous retrouver avec 40 coachs Instagram, quoi. C'est impossible, la vision. Et ça, c'est, je pense, notre vraie force. Et c'est le courage aussi, du coup, bah, d'avoir peut-être un message parfois qui est moins clair pour les gens. Parce que les gens aiment bien avoir des étiquettes, te mettre dans des cases et de se dire, nous, nos valeurs, c'est ça, notre mission, c'est ça, notre vision, c'est ça, et on doit l'assumer jusqu'au bout, même si parfois on fait pas du sold out comme on aimerait. Et donc voilà. Mais pour résumer tout ça, je vais vous expliquer du coup l'inverse, ou je vais t'expliquer l'inverse. On pourrait faire des séminaires à Paris pour infopreneurs, sans sélection, à 1 000 € sur une journée, 3 intervenants. Bah, Vision, c'est tout l'inverse de ça. Ça, c'est bon, ça. Incroyable. Alors, tu vois, là, du coup, j'ai envie de revenir sur deux trucs. Parce qu'en vrai, ça me fait même brainstormer. On va brainstormer un petit peu ensemble. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nurturer plus les personnes et qu'elles se rendent compte à quel point l'un des gros trucs de vision, c'est la différenciation. Et aspect numéro 2, comment est-ce qu'on montre aux gens et comment est-ce qu'on leur fait ressentir. Parce que tu vois, nous, l'un des gros sujets, c'est de se rendre compte que toutes les personnes qui viennent à Vision ou qui ont assisté à un séminaire comme moi j'ai assisté, je me suis rendu compte que durant l'immersion à Marrakech,
tous les clients et les participants qui étaient venus avaient changé leur vie littéralement. Comment est-ce que ça, tu le retranscris dans de la communication pour, euh, pour être convaincu que les personnes ont compris ce concept ou au moins l'ont ressenti, quoi. Je pense qu'en fait, il y a un truc à faire qui est complètement contre-intuitif au monde de l'infoprenariat, c'est de se dire qu'on a le temps et que c'est le temps qui va faire que les gens le captent à travers, comme on dirait en anglais, du word of mouth. Les gens vont se le dire. Et je pense que très souvent, quand on est infopreneur, on a envie d'aller vite. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fascine chez les infopreneurs, c'est leur capacité à faire des trucs sans comprendre et pour autant avoir du résultat. Et même parfois, ils comprennent et ils ont du résultat, mais je veux dire, aller très très vite. Je pense que pour vision, faut déjà se dire, ouais, c'est pas un truc à faire sur un an, c'est un truc qui mettra du temps. Et en gros, faut juste que nous, on bouge pas de notre vision et qu'on continue à convertir des gens et à en faire des visionnaires, quoi. En gros. Ça, c'est le premier élément. Ne pas lâcher la trame. Ensuite, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'accélérateur possible. Je pense que ce qui est intéressant à faire, c'est d'ouvrir ce monde de vision à un public plus large euh, et de faire en sorte que des gens puissent déjà expérimenter vision d'une autre manière que juste poser 6K et venir à vision. Et c'est pour ça qu'on réfléchit à des offres upfront, à créer justement des choses qui vont te permettre de comprendre ce que c'est vision. Par exemple, le Vision Beach Club, c'est clairement ça. C'est cet été, tu viens à Cannes, on passe une journée, ça te coûte pas une somme délirante et on va louer un bateau, on va être 15 entrepreneurs ensemble, on partage de la valeur, on vit une vraie expérience de vie et à la fin, crois-moi que tu repars pas avec un réseau, mais tu repars avec une famille, des amis et tu as appris plein de choses. Et au même temps, tu as vécu un moment incroyable. Et ça, personne ne le propose. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire pour une offre upfront? Ça va être, on fait un restaurant ensemble ou ça va être, on se met dans une salle de séminaire pendant une journée, vous payez 500 balles et je vous donne de la valeur. Donc déjà, faire goûter vision d'une autre manière ou du moins d'une manière plus courte, je pense que c'est important. Euh, Ensuite, rester consistant, partager bien plus sur les réseaux parce que justement, on n'a pas assez partagé sur les réseaux à travers des interviews, des témoignages, des vidéos et des choses comme ça. Euh, faut transmettre la bonne parole pour qu'elle soit entendue, quoi, tout simplement. Et voilà, après, il y a l'idée du club qui arrive aussi, qui permettra aussi aux gens qui seront dans ce club-là de voir que Vision, on a notre unicité, on a notre valeur et c'est un club où il sera impossible en tant qu'homme ou femme de ne pas grandir, de ne pas s'améliorer. Euh, et je pense que c'est ça qui est important. Et j'ai vraiment la croyance de penser que il faut qu'on s'arc-boute à notre vision, à nos valeurs, à notre mission et qu'on dérive pas trop. Et je pense que ce qui fait la différence, ça va être la consistance et le temps, quoi. Tu le disais, je trouve ça intéressant. Tu vois, aujourd'hui, tu sais, tous les séminaires, immersions qu'on voit, 80% c'est des trucs où il y a que des coachs Insta qui gagnent 3 500 € par mois, qui des fois sur des mois de folie font 10K. Et moi je sais que tu vois, si j'avais été de l'autre côté de Mm. la barrière, ça aurait été une barrière que j'aurais eu, tu vois, une croyance de me dire ouais mais attends, je vais payer, certes il va y avoir une immersion qui va être dingue et tout, mais j'ai l'impression que les gens avec qui je vais vivre cette expérience, qui fait en réalité partie intégrante de l'expérience, tu vois, et ben j'ai l'impression que ça va être un peu du mass market. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour montrer aux gens et prouver aux gens qu'ils vont vraiment découvrir, rencontrer des personnes de qualité et que nous, on met un point d'honneur au fait de sélectionner des gens qui peuvent vraiment partager leurs connaissances, apporter de la valeur à tout le monde et que ce soit un Upwork Circle. Ouais, je pense qu'on pourrait améliorer le processus de sélection pour que les gens ressentent encore plus qu'il y a une vraie sélection, sans pour autant le complexifier ou le rendre plus long. D'ailleurs, j'ai pour idée de le rendre plus court, mais pour autant qu'on comprenne vraiment que la sélection existe. Déjà, ça peut rassurer les gens. Ensuite, il y a une sélection qui s'effectue naturellement via le prix, je pense. Les gens se disent, ah, c'est pas n'importe qui peut se payer ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas des coachs dont tu parles, en fait. On les a pas.
Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas se payer ça. Ah, ils peuvent faire illusion à venir à un séminaire de 500 balles et tout. Et il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de jugement de valeur hein, quand je dis ça. Euh, mais juste, quand tu passes un séminaire à 6000 balles, bah là, c'est plus possible. Ils n'ont pas l'argent de côté ou quoi. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et après, je pense qu'il faudrait qu'on mette en place un système de recommandation qui est avec les meilleurs process, qui fonctionne mieux. Je pense qu'on pourrait même se dire, on fait un événement mass market qui coûte pas cher et pour autant on met une sélection dedans. Ça pourrait être une idée. De dire, ça coûte moins de 1000 balles et pour autant, même si tu peux te les payer, c'est pas sûr que tu puisses y venir. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça pourrait être même un événement qui pourrait se coûter 50 euros, même qui serait gratuit. Et pour autant, on sélectionne les gens qui viennent, si on va aller très loin, pour qu'ils comprennent que c'est pas n'importe qui vient à Vision. Et l'idée, c'est pas de savoir que quand on refuse des gens, les gens qu'on refuse sont pas des bonnes personnes intrinsèquement. Moi, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste qu'on a une idée qui est précise de ce qu'on a envie d'avoir. Les gens se rendent pas compte que moi, j'ai une vue d'ensemble aussi des participants. Et du coup, je vois aussi les affinités qui peuvent se créer, les dynamiques qui peuvent se créer. Et eux ne le voient pas d'un point de vue personnel. L'autre point que je veux rappeler aux gens qui nous écouteront, c'est que c'est moi qui fais la sélection. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui prends tous les calls. Donc, eux aussi font leur sélection. Est-ce qu'ils ont envie de passer 3 jours dans le monde de Kevin, quoi? C'est quoi Mais je te retourne ma les question. aspects? T'as peut-être des idées, hein? Mais non, mais en fait, c'est lourd parce que je me rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, ouais, qu'est-ce qui a été mis en place et qui fait ressentir au vent qu'il y a une vraie sélection dure, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y ait des vraies choses qui soient mises en place. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, même sur le partage, tu vois. Et après, moi, il y a une seconde chose sur Mhm, laquelle je t'en ai déjà parlé, mais c'est la partie recommandation. On se rend compte que, tu vois, ben, mhm, si tu veux rentrer au Rotary Club ou même chez les francs-maçons, ben c'est pas tout que d'avoir X centaines de milliers ou X millions à déposer. Il te faut une putain de recommandation, sinon peu importe qui tu es, tu ne peux pas rentrer sans parrainage. Et tu vois, moi je passe du... Et là c'est intéressant parce qu'on va discuter, mais dans un club potentiel, c'est trop intéressant que chaque membre du club ait leur mot à dire sur les nouvelles personnes qui vont intégrer l'aventure. Parce que le sujet, c'est que c'est avant carrément. tout les participants et les clients qui créent Vision et qui créent cet Mhm. endroit et cette aventure à laquelle tout le monde a envie de participer. Donc c'est aussi à eux de façonner l'équipe avec qui ils vont partager l'aventure à leur, euh, à leur goût, tu vois, et d'avoir un truc qui leur ressemble. Et selon moi, le système de Tellement, parrainage, tellement après, il y a vrai. un sujet. C'est comment tu rends le parrainage sexy. Ça, c'est un autre sujet et c'est pas si facile que ça, tu vois. Mais dans la mesure où tu arrives à craquer un petit peu le Non, c'est code pas du simple. parrainage et où tu te rends compte que ça commence à compendre et les gens recommandent et il y a des ventes via de la recommandation et les gens sont contents d'acheter via de la recommandation, ce jour-là, honnêtement, on aura passé un vrai gros step parce que on commencera Mhm. à vraiment se coller, à ressembler et être dans la lignée de ce à quoi t'aimerais que Vision ressemble, c'est-à-dire un club ultra élitiste et premium qui accepte uniquement les personnes de grande valeur, tu vois. Ouais, mais tu vois, quand on parlait de valeur, de mission, de vision, la facilité, c'est de proposer un parrainage, une recommandation, où à la fin, tu rémunères la personne qui t'a permis de closer quelqu'un. Mais du coup, est-ce que ça fait pas cheap de faire ça dans un club qui se veut élitiste? C'est en mode ramenez-nous du monde parce qu'on vous donnera de l'argent. Et c'est tout le temps en fait ça le jeu. Est-ce qu'on est facile? Est-ce qu'on est difficile? Tu vois? Euh, et il y a plein de choses comme ça. En tout cas, moi j'ai une idée pour rebondir à ce que tu m'as dit. J'ai vraiment envie qu'à chaque fois qu'on ait une interview, on puisse faire venir un membre du club qui puisse justement dire est-ce que cette personne, j'ai envie qu'elle vienne ou pas? Et que si elle donne un no-go, bah, même si moi je suis d'accord, ça sera quand même un no-go. C'est ouf ça. Et Et ça me plairait. autre truc que je me dis, euh, ouais, 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 c'est une bonne question. Tu vois, le change, c'est que, par exemple, ce qui aurait pu avoir du sens, parce que effectivement, juste reward les personnes en leur filant du cashback, bon, ok.
Mais ça peut créer. Enfin, moi, je sais que je me rends compte que si effectivement je suis dans un club où les mecs écrivent de partout, que c'est le club le plus premium, qui sont là pour apporter de la grosse valeur, qui sont élitistes, etc., et qu'au final, ils me rewardent 10% de ce que je leur permets de closer, ça fout les boules. Par contre, si tu t'imagines un système, par exemple, dans lequel tu as un challenge et qu'en gros, 3 mois avant chaque nouvelle immersion, tu as un challenge qui se lance où tu donnes un petit peu, tu vois, à la manière de Tate, tu donnes du content que les gens peuvent share et que les gens peuvent utiliser pour attirer des personnes. Et que là-dessus, tu mets pas un reward financier. Mais par exemple, de te dire, voilà, il y a 5 places de gagnants, le top 1, il aura à l'immersion un truc que lui pourra faire. Par exemple, tu vois, genre on imagine que la prochaine est à Dubaï, tu dis, ben, le mec qui a réussi à ramener X personnes, on lui offre un skydive sur la palme, ou un truc, tu vois, qui soit à la fois coûteux, évidemment, mais qui à la fois leur font vraiment ressentir la sensation de, putain, personne n'aura pu faire ça. Et c'est un peu la sensation de prendre une business class. Moi, je connais des gens, ils prennent une business non pas pour la sensation que c'est d'être en business, mais juste pour arriver en retard à l'aéroport et passer devant toute la file d'attente. Parce que quand ils passent devant la file d'attente, ils ont la sensation que tout le monde les regarde en mode ouah, regardez le beau gosse, il a pris en business, il passe devant tout le monde, tu vois. Et je me dis que imagine le C'est plutôt participant qui se souvent, dit regardez ce bâtard. ouais, ouais, ouais. Mais t'as capté, il y a une question, tu vois, de mecs envieux qui veulent être à leur place. Et ça fait kiffer les gens qui ont du pouvoir ou qui ont de l'argent. Et en fait, l'idée serait de se dire, tu vois, si tu as 25 participants qui se bougent pour amener du monde et tout, et que le premier, il a accès à un truc dans l'immersion auquel personne d'autre n'a accès, ça peut vraiment créer ce côté élitiste de, écoutez, nous, on vous rerote pas en tant qu'argent, enfin, avec du cash. Par contre, on vous donne accès à des trucs auxquels personne n'a accès, et tu vas vivre une sensation d'appartenir déjà à un groupe dingue, mais en plus d'être à la tête de ce groupe dingue durant une activité ou une période donnée. Ça, je trouve ça ouf. Ouais, ouais, mais c'est pour ça, tu vois, à chaque fois que je me dis qu'il y a un choix facile ou difficile, je me dis toujours qu'il faut que je choisisse le plus complexe parce que le facile, en fait, il est pas intéressant. Et c'est pas qu'une histoire de choses à vivre, c'est juste que la valeur perçue sera facile pour les gens. Et du coup, c'est pas dingue. Donc, je pense il y a un vrai truc à creuser là sur ce que tu m'as dit, sur la manière de reward. Et d'un côté, je sens ton âme commerciale, tu vois, l'envie de mettre en place des challenges, des choses et tout. Ça se voit que tu es habitué à manager des équipes commerciales. C'est des trucs qu'on aime bien faire, en tout cas, dans des teams de sales. Ouais, c'est clair. Et c'est quoi les next steps de Vision? Bon, je triche un petit peu parce que je suis in et enfin, je suis in à moitié et je comprends un petit peu les axes et puis ce qui doit se passer. Mais dans ta vision du monde, dans la vision de Kevin, le mec qui a créé Vision, c'est quoi les next steps? Les next steps de vision, bah, il y a des next steps internes sur lesquels on travaille déjà, mais c'est de se dire qu'on a une team qui est structurée avec des gens qui ont des missions claires et qui apportent de la valeur. Ça, c'est très interne. Et à l'externe, on verra la valeur forcément quand tu as des content creators, des gens qui travaillent sur les sites web qu'on fabrique, des vidéastes et tout. Vous pouvez le percevoir, mais c'est peut-être pas le plus important pour les gens qui verront Vision. Euh, la next step, c'est de se redire que cette année, on refait 3 immersions, qu'on les fait bien, qu'on les sold out, qu'on apporte de la valeur, qu'on va dans des endroits où on n'est jamais allé jusqu'à présent, pour faire découvrir des pays, des lieux, des sensations, des gens, et travailler ensemble à repousser les limites de notre vie et de notre business. La next step, c'est le lancement de ce club qui verra le jour courant mars. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que beaucoup de nos clients nous ont dit, c'est génial, mais vous êtes présent en gros, grosso merdo, entre 10 et 15 jours dans notre vie, et puis après, plus rien. Là, le club, ça permettra d'y répondre. D'un autre côté, ça permettra aussi de dépoussiérer un modèle existant qui fonctionne parfois, mais qui fonctionne pas super bien. Je pense qu'on a changé le monde des immersions et qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, donc il faut continuer à avancer là-dessus. Et j'ai envie qu'on change le monde du business club parce que je vois ce qui existe. Je me dis parfois ça a de la valeur, mais c'est pas poussé au maximum. Et je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire différent. Et pour moi, c'est important. Créer des offres plus mass market au sens
prix, mais pas au sens des personnes qui viendront, et créer d'autres sortes d'expériences pour se dire que bah, si tu peux pas venir à nos immersions pour je ne sais quelle raison, on peut te faire vivre l'expérience Vision, soit online à travers le club, soit offline à travers des events qu'on peut avoir, comme j'ai parlé du Vision Beach Club, qui sera à mon avis entre Cannes et Dubaï concrètement. Donc voilà, ça permettra aux gens qui sont par ceux qui sont en Amérique du Nord, bah, je pense qu'on pourra adresser quand même une grande partie de ce monde. Autre next step, moi, ça me plairait de tendre de plus en plus vers de l'anglophone et d'avoir petit à petit des interventions en anglais, d'avoir du content en anglais pour toucher d'autres communautés. Et encore que c'est pas le plus important pour moi, j'ai juste envie d'éveiller les Français, leur dire, hé les gars, vous voulez casser le game, vous voulez plier le game, bah allez apprendre l'anglais parce que déjà ça va vous permettre de voyager, d'en apprendre sur le monde, d'en apprendre sur vous-même. Et ensuite, si vous voulez connaître les meilleures pratiques du marché, bah, elles sont souvent du côté des States. Donc c'est un peu dommage de payer quelqu'un qui a recyclé du content aux States, peut-être 2 fois le prix de ce que tu aurais pu trouver aux États-Unis 2 ans avant, quoi. Faut bien que les gens comprennent que ce qu'ils perdent, c'est pas que l'argent de repayer en fait quelqu'un qui a changé du contenu, en gros, qui existait aux États-Unis, il l'a traduit en français, mais ils perdent aussi le temps, le savoir. C'est que pendant 2 ans, en fait, peut-être ce savoir-là existait déjà aux États-Unis, et en fait, eux, ils arrivent 2 ans plus tard, donc ils sont déjà en retard. Et là, tu peux évaluer ça en milliers, en millions d'euros, peut-être pour certaines boîtes. Donc, j'ai vraiment envie qu'on ait du content de plus en plus anglophone. Ça, c'est pour moi ultra important. Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à ça. Et ensuite, j'aimerais bien une vision à terme soit une entreprise millionnaire en termes de CA. Je suis pas sûr qu'on arrivera à le faire sur 2023. Quand j'ai calculé un peu le forecast, j'ai calculé finalement entre 730 et 800 k. Il y a moyen qu'on fasse plus, hein, mais faudra qu'on se donne, il faudra qu'on soit bon en marketing, bon dans les systèmes de recommandation, bon dans tout, quoi. Et on pourra faire plus. Alors, je t'entends plus. Bizarrement, je t'entends plus. Ouais, là c'est bon, tu m'entends. C'est moi qui ai muté mon Ouais. micro pour pas qu'il y ait de bruit autour. Euh, Tu vois, Ok. tu sais, tu parlais de donner juste le goût et du coup de s'ouvrir un petit peu plus au mass market. Moi, ma question, parce que c'est une question à laquelle il faut répondre, tu vois. Comment est-ce que tu fais sur, par exemple, un Vision Beach Club qui va durer, je sais pas, 5 ou 6 heures? Comment est-ce que tu fais pour à la fois donner assez de liberté aux gens sur place pour qu'ils apprécient le moment, découvrent des gens et tout, mais à la fois mettre un certain cadre pour qu'ils aient quand même la sensation d'avoir vécu vraiment ce qu'est l'expérience vision. Comment tu trouves cet équilibre et tu mettrais quoi en place comme jeu, comme stratégie pour que les gens sortent à la Mhm. fin de ce truc et disent ok c'était Yes. ouf mais j'ai envie d'en voir plus. Yes, c'est intéressant. L'idée, c'est pas juste de les mettre sur un bateau et de dire démerdez-vous, quoi. Ça sera sympa, mais ils se diront j'aurais pu le faire de mon côté. Et au mieux, ils se diront ah j'ai rencontré quelques personnes sympas. Je pense que il faut toujours mettre les gens dans des conditions qui vont être ultra attractives et motivantes pour eux et qui vont leur apporter de la valeur. Et c'est censé être mon job, quoi. On fait déjà ça dans les immersions. Ce que j'imagine là très rapidement, c'est on arrive, on prend un bateau, on est sur le bateau et on va vivre un icebreaker fort qui peut directement faire en sorte que déjà ça passe, le courant passe entre nous tous. J'ai pas la nature de l'icebreaker, mais ça peut être un jeu, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, j'imagine qu'on pitch, chacun pitch qui il est. Tu vois, comme ça, on a vraiment le sentiment que on est là, on pitch, etc. Autre point, on demande à chaque participant de venir avec un ou deux problèmes qu'il souhaiterait résoudre aujourd'hui, ou du moins qu'il a en ce moment, qui le challenge, un enjeu. Comme ça, on a tous à l'idée. Ah, Alexis, actuellement, il a besoin de plus convertir parce que, je sais pas, il a un problème de conversion. Ok, ça sera des sujets sur lesquels on va échanger. Et ensuite, une fois qu'on a déjà tous pitché, on se connaît tous, c'est quelque chose que tu vas pas faire avec des gens que tu connais pas. D'habitude, tu te dis pas, vas-y, pitchez chacun qui vous êtes, ce que vous faites. L'idée ensuite, c'est de bien sûr s'amuser. On peut faire plein de choses sur un bateau. Tu peux faire de la bouée, du ski nautique, du kite,
je sais pas, hein, tu peux faire 1 million de trucs. Euh, et l'idée ensuite, c'est de peut-être justement faire des mini tables rondes. Mais pourquoi pas faire une table ronde dans l'eau, en train de nager? On est trois, on nage et on discute de nos problèmes. Pourquoi pas en faire une en train de naviguer? Il y a quelqu'un qui conduit et en même temps en échange. Il y a plein de moyens de le faire. Et ensuite, on peut se retrouver dans un dîner sur Terre où là encore, on va échanger, parler de business, faire en sorte de faire un hot seat où on dit, bah voilà, c'est ton moment, Alexis, partage-nous ton enjeu, hop, on va travailler dessus. Il y a 1 million de possibilités en fait. Moi, le seul axe, en fait, c'est que moi, je considère que le bateau, c'est juste comme une salle de séminaire en 1000 fois mieux en fait. Parce que en plus, il y a du fun. Juste, les gens, eux, ils vont voir un bateau, ils se disent, mais comment on peut travailler sur un bateau? C'est impossible, il y a pas de paperboard, j'ai pas un rétroprojecteur ou quoi. Là où moi, je me dis, putain, mais en fait, c'est tellement un avantage d'être sur un bateau parce que on, le cerveau humain, je sais pas, peut se focaliser sur un topic 20, 30 minutes. Bah, dès qu'il est plus focalisé, allez, viens, on saute à l'eau, on passe à autre chose. Puis après, on revient, on retravaille. Donc là, tu vois, je te donne des idées comme ça. J'ai pas encore travaillé bien sur le sujet, mais je sais que c'est déjà une bonne idée en tant que telle et que ça apportera de la valeur. Ouais. Et on peut faire venir aussi un guest, un ou deux guests d'exception, hein, par exemple, comme à Vision. Dire, bah, tu vas passer une journée avec telle personne, il est spécialisé là-dessus, machin, il va vous aider là-dessus. Il peut vous faire aussi une conférence de 30 minutes sur un sujet. Il y a plein de possibilités, à mon avis. Énorme. Ça, c'est trop bon, ça. J'aime bien l'idée des icebreakers directs. Je dis ça parce que, en fait, récemment, j'ai été invité à, bref, à une autre partie, un mec qui ramenait des élèves à lui qu'il avait formés. Et j'ai trouvé ça dommage que tout le monde soit. En fait, lui, apparemment, ce qu'il m'a dit après, c'est que la, la condition, ou en tout cas la règle qu'il avait mis, c'était vous devez aller voir tout le monde et vous devez aller les closer. En gros, le gars, tu vois, il a formé une vingtaine de personnes. Il a fait une autre partie, genre à Dubaï, où il a ramené Mhm. des personnes du milieu. Et en gros, il a dit à ses élèves, vous allez tous les voir et vous allez les closer. Et en fait, j'ai trouvé ça super dommage que ça manque de cadre. Du coup, ça a fait un truc dans lequel bah, nous, on était entre potes, donc on discutait entre nous. Mais les élèves étaient un petit peu à part, ils avaient du mal à venir nous parler, c'était un petit peu timide. Et je trouve ça bien d'avoir un icebreaker direct qui met tout le monde dans la sauce. Et derrière, d'avoir ce truc-là de, vas-y, réfléchis à deux problématiques business et deux problématiques personnelles que tu as et qui tous les jours font que tu vas pas assez vite selon toi. Et tu vois, on passe genre 15 minutes par tête à Mhm. traiter uniquement ce challenge, tout le monde partage dessus. Et en fait, l'idée, c'est que la personne, quand elle enlève le pied du bateau et qu'elle pose le pied sur la terre ferme, qu'elle se dise, ok, putain, j'ai solutionné deux, trois sujets qui sont juste des piliers de mon succès et que j'avais pas réussi à solutionner jusqu'à maintenant, quoi. Mais carrément, tu vois, en fait, tu peux apporter de la valeur. C'est des choses simples hein, qu'on dit. Mais les gens ont besoin de cadre. Et après, à Vision, en tout cas, on n'a pas le souci de mélange entre intervenants et clients. D'ailleurs, moi, ça me fait toujours marrer quand je repense à Marrakech. Je me souviens, à un moment donné, il y avait Steve et Oussama au milieu de la salle et je voyais les participants, ils passaient à côté, ils en avaient rien à foutre. Pas parce que c'est des personnes pas intéressantes, mais juste parce qu'à Vision, on est tous pareils en fait. Donc à un moment donné, si tu veux aller leur parler et que tu as des choses à leur dire, t'y vas. Mais c'est pas comme des séminaires où ils sont habitués à aller, où il y a tout un tas de monde autour d'eux et tout qui les lâche pas. Donc ça, on est habitué à faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et n'aient pas de problème. Mais des icebreakers, tu peux en faire plein. Tu peux en faire un tout bête. Hein, c'est juste on arrive et on se dit on est au milieu du bateau et vas-y, on va tous sauter dans l'eau maintenant, tous ensemble, hein, maintenant dès le début. Et peu importe que l'eau soit froide, machin, truc, on le fait tous ensemble. L'idée de l'icebreaker, c'est juste de faire tous ensemble quelque chose au même moment. Bon. C'est quoi le jeu auquel tu préfères jouer? Mec, j'adore déjà tous les jeux, donc c'est très très complexe. Je joue à plein de jeux. Tu vois, là, juste avant de parler avec toi, je joue à Call of Duty avec mes frères. Je peux être un dingue de jouer au Monopoly. J'adore les jeux de rôle. Quand j'étais plus jeune, j'adorais les jeux de rôle. Euh, J'aime vraiment tous les jeux, quoi. Le jeu de la vie, en fait, c'est trop bien. Donc, donc franchement, c'est compliqué à répondre. J'adore les jeux. Et d'ailleurs, quand tu me parlais d'être mauvais perdant, tout à l'heure, je te disais que je perds jamais ou j'ai pas d'échecs, mais je suis très mauvais perdant sur les jeux, en tout cas. Et je charrie beaucoup. C'est horrible de jouer à un jeu avec moi. Si tu perds, je te mets dans la sauce. Et si je perds, tout le monde va le savoir.
Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon, ça. Ah, ça me fait penser à mon frère. C'est exactement le même framework. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné selon toi? Tout confondu. C'est le meilleur, mais j'arrive pas vraiment à l'appliquer, c'est de prendre mon temps. En fait, c'est pas de prendre mon temps, c'est que j'ai du temps plutôt. C'est même pas un conseil en fait, c'est juste une réalité. Je veux dire, en fait, t'inquiète, t'as le temps. Et moi, genre, j'ai toujours l'impression d'être en retard. Tu vois, je te vois, toi, Alexis, t'as quoi, 21, 20 ans? Euh, Hein. et je me dis, mais je suis déjà, mais c'est même plus en retard, tu vois, sur des aspects business, de réussite financière, de plein de choses ou quoi. Euh, Tu vois, hier, il y avait un gars que je connais, il poste une story où il monte dans un Mercedes GLE, là. Les trucs, là, on dirait les anciens Mercedes de SS. Et en fait, je me suis dit, putain, je kiffe cette voiture et je suis jamais monté dedans. Et ce qui est très drôle, c'est qu'après, j'ai pensé à toi, Alexis. Et je me suis dit, il y a l'autre petit con là, il a 10 ans de moins que moi, et lui, il est monté dans je sais pas combien de fois dans cette bagnole-là. Et c'est parfois, du coup, je me dis, putain, j'ai pas le temps. Genre, j'ai l'impression parfois d'avoir foiré, en fait, tu vois. Et puis, bizarrement, derrière, je vais te donner du coup un autre conseil qu'on m'a donné. C'est, on m'a toujours dit, enfin, on m'a pas toujours dit, on me l'a dit qu'une seule fois, mais ça m'a marqué. On m'a dit, si tu devais échanger ta vie avec quelqu'un, est-ce que tu le ferais? N'importe qui au monde. Et en fait, à chaque fois que je me retrouve à être un peu, pas ouais, envieux, on pourrait dire, voire, je suis un humain, hein, je pourrais même dire jaloux. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que j'aimerais avoir sa vie? Tout. Est-ce que je prendrais tout? Et en fait, jusqu'à présent, il n'y a aucune personne où je me suis dit, ouais, j'aimerais son visage, sa voix, sa vie, tout ce qui va avec. Et ça me rassure. Je me dis que du coup, ma vie est trop cool, en fait. Incroyable. Il est dangereux ce jeu là de. Je trouve qu'il est dangereux ce conseil de. T'as le temps. Enfin, alors, en tout cas, moi je dis ça parce que j'ai mes croyances, tu vois. Ah Mais ouais. comme on est dans un truc où moi, putain, tu sais, toute ma vie, je dois aller vite, je dois taper de nouveaux challenges, rencontrer de nouvelles personnes, améliorer les KPI, faire plus d'argent, voir plus de personnes et tout. Tu vois, d'un côté, ça fait trop du bien de se dire, vas-y, don't rush, keep it simple, t'as le temps, fais les choses dans l'ordre, tout va bien se passer. Mais en Et d'un fait, côté, tu te c'est dis, pas comme mec, ça. C'est pas ça le t'as le ça va temps, pas. mec. C'est pas ça le t'as le temps, en fait. Si tu le prends comme tu viens exactement de le dire, t'es un gros branleur et tu vas rien faire de ta life. Mais t'as le temps, c'est qu'en fait, tout va venir au moment où ça doit venir si tu te donnes à fond. C'est plutôt ça, alors, si je dois expliquer la chose. C'est que si je dois devenir un multimillionnaire, ça se fera peut-être pas en 6 mois, mais que si je mets les efforts, ça prendra 2, 3 ans, mais ça arrivera à me donner. Et du coup, te détruis pas le cerveau à te dire que tu es déjà dans l'échec ou que tu as déjà loupé des choses ou que tu es déjà en retard. C'est juste dire, bah, toi, tu as vécu d'autres choses, tu as fait d'autres choses, t'en es où tu es actuellement et tu as encore beaucoup de temps devant toi pour réaliser un maximum de choses. Par contre, mec, fais comme si c'était quand même le dernier jour, quoi. C'est en fait, tu as le temps, mais t'as pas le temps. Mais c'est juste de pas avoir déjà, il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont déjà dans le regret de tout. Hmm. Ils disent putain, mais en fait, j'ai déjà tout foiré, tu sais. Parce qu'ils ont vu un mec à 20 ans qui a fait un truc, et du coup, ils se disent, mais moi, à 20 ans, j'étais ailleurs, j'étais pas à ce niveau-là, et du coup, c'est mort. Et vu qu'en plus, on a la sale habitude de comparer nos échecs, nos défauts à des qualités et des réussites des gens, on se rend pas compte que ce qu'on a peut-être fait, c'était cool à 20 ans. Tu vois, à 20 ans, moi, j'avais intégré une des plus prestigieuses écoles de commerce. Bah, dans ma famille, dans le monde de la société française, c'est un truc qui est trop cool. Et j'ai rencontré des amis pour la vie. J'ai rencontré une fille avec qui je suis resté 5 ans. J'ai habité en Chine grâce à ça pendant 1 an et demi. J'ai voyagé à Bâle. J'ai appris plein de choses sur le business. Ça m'a permis d'être consultant en stratégie. Ça m'a permis de travailler à Microsoft. Ça m'a permis plein de choses. Et en fait, c'est trop cool. Sinon, je peux me raconter une autre histoire. Ouais, en fait, je gagnais à 20 ans, j'avais pas de salaire et toi, Alexis, t'es multimi. Par contre, tu pourras jamais savoir ce que c'est de travailler à Microsoft parce que tu n'avais pas le diplôme pour. Donc en fait, tout dépend de l'histoire qu'on se raconte, quoi, à chaque fois. Euh, donc vraiment, c'est pas un t'as le temps en mode t'inquiète, ça viendra. C'est plus en mode tout vient à point, à qui sait t'attendre, à condition que t'agisses comme un bâtard tous les jours. Moi, j'aime bien. En français, c'est il faut que tu aies.
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ouais, ça c'est trop stylé, ça me plaît bien. Euh, c'est quoi le truc qui te fait le plus peur? J'ai mes petites questions fétiches là que je garde proche de moi, je vais te bombarder un petit peu. C'est quoi le truc qui te fait le plus peur? Le truc, en vrai, j'ai peur de rien. Enfin, alors, j'ai un truc qui me fait vraiment bader, j'ai la peur du vide. Genre, tu me mets sur une échelle 2 mètres, je peux me sentir très très mal. Et j'ai la peur du vide pour les gens. Je regarde un film en bordure de montagne, je commence à avoir des piquantements, des sueurs, je suis pas bien. Donc ça, c'est vraiment ma plus grosse peur. Mais après, honnêtement, j'ai peur de rien dans la vie, tu vois. Bien sûr, j'ai pas envie que mes parents ils meurent, mais je vis pas dans la peur. Top. J'ai T'as plein quelque de chose choses que je n'aime pour battre pas, la que peur? j'aimerais pas vivre, mais je vis pas dans la peur. Bah Ou franchement, plutôt alors j'ai pas fait de d'apprivoiser, thérapie. d'apprivoiser en fait, Ouais. d'apprivoiser. Alors honnêtement, j'ai pas fait de thérapie, tu vois, avec un thérapeute qui te dirait je peux t'enlever cette peur-là. Par contre, moi j'écoute plus les gens qui me disent ah il faut aller vaincre ta peur, vas-y. Je suis monté sur 260 échelles, je suis monté sur 50 toits parce que mon père il a une entreprise de bâtiment. Je suis allé dans plein de hauts sommets, j'ai fait des via ferrata, je suis allé vraiment dans des trucs où même un mec qui a pas peur du vide pourrait avoir peur. Bah mec, ça a rien changé. J'ai toujours plus peur, mais ça a rien changé du tout. Genre, du coup, maintenant, je me dis, ok, c'est comme ça. À part si on me propose une thérapie, tu vois, j'irai pas refaire un truc dans le vide juste parce qu'on me dit, ah, il faut vaincre ta peur. Crois-moi, je l'ai fait au moins 50 fois. Même, je pense, en vrai, au moins 100 fois. Dans toute ta life, c'est quoi le truc dont tu es le plus fier maintenant avec du recul, quand tu regardes tout ce que tu as accompli? Hmm. Bah, c'est un peu bizarre, mais je dirais, il y a plein de choses qui me viennent en tête, tu vois, mais bizarrement, le premier mot qui m'est venu, c'est juste de dire d'être là. D'être là parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui auraient sombré complètement avec toutes les galères que j'ai eues, qui se seraient tiré une balle, qui seraient peut-être alcooliques, drug addicts, ou qui feraient pas grand-chose de leur vie. Et limite, on se dirait, ouais, mais c'est normal, tu vois ce qu'il a traversé, c'est normal. Ou c'est pas que c'est normal, mais il a des circonstances atténuantes. Et je fais souvent confiance aux premiers mots qui viennent. Et en fait, vraiment, quand tu m'as posé la question, j'avais envie de dire d'être là. Donc c'est pas très original, c'est pas très fun, mais je sais par où je suis passé. Après, il y a des Ah trucs si, fun que c'est j'ai putain fait dont je suis d'original. très très fier. C'est putain d'original, je trouve, Ah, ok, bon bah d'être d'être là. là. Ouais, d'être là, je trouve ça cool, tu vois. Vraiment, je trouve ça cool d'être là. Est-ce Mais qu'il y a un sujet je peux te rajouter plein de choses fun hein, que j'ai fait. Je sais, ça on en a déjà parlé. T'as eu un passé funny funny. Et encore Ok. aujourd'hui, ça continue. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité qui te fait kiffer, sur lequel tu aimerais discuter un petit peu? Bah, il y a des sujets d'actualité qui me font pas kiffer, mais j'ai pas envie d'en parler forcément, tu vois, genre la guerre ou quoi. J'ai mon point de vue, j'ai pas forcément envie de le partager. Euh, En vrai, c'est ouf la question que tu me poses parce que je regarde beaucoup l'actualité en réalité. Et il n'y a pas un sujet là qui me vient comme ça de prime abord. Faudrait que tu me laisses genre une minute que je réfléchisse très rapidement à qu'est-ce qui me ferait kiffer d'échanger avec toi. Euh, alors c'est pas un sujet d'actualité, mais c'est l'actualité. J'ai je suis vraiment triste, tu vois, chaque fois que je viens en France, de me rendre compte à quel point c'est le plus beau pays du monde avec les gens les plus fucked up du monde. Je me dis très souvent, Dieu a créé le paradis, c'est la France, sa culture, sa nourriture, son histoire, sa beauté. Tu vois, j'ai récemment découvert que Bora Bora, ça appartenait à la France. Je savais même pas. Je me dis, waouh, c'est ouf, quoi. On a tout, vraiment, on a tout. On a les plus belles îles, on a les plus belles stations de ski, on a la dune du Pilat, la Tour Eiffel, la Joconde.
on a le foie gras, on a tout, tu vois. Et ça, c'est les Français qu'on fait qu'on a tout ça, tu vois. Et pour autant, je me dis qu'il a créé l'enfer et c'est les Français. Et, euh, et plus j'y vais, plus je regarde l'actualité, je me dis, mais vers où on va? J'ai l'impression qu'on va être déclassé jusqu'à l'infini. Et c'est un truc qui me rend très triste et j'ai très peu d'espoir, honnêtement, sur le fait que la France puisse redevenir une nation majeure dans tout, une nation en fait qui appelle à l'inspiration, euh, que ça soit culturellement, par sa voix dans le monde, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue de l'entrepreneuriat, d'un point de vue de la construction de sa société qui serait apaisée, parce que moi je le dis honnêtement, je trouve pas que la France ce soit une société apaisée. Tu vois toutes les manifs, ça part tout le temps en live. Euh, et je me dis qu'on, j'ai l'impression qu'on va vers une guerre civile où les gens en fait ils défendront leur paroisse. Donc ouais, c'est un sujet qui me plairait de traiter parce que moi je suis très pessimiste et peut-être que toi t'es ultra optimiste ou peut-être que tu t'en fous complètement. Mais je suis curieux de savoir ce que t'en penses. T'as 20 ans, t'es quelqu'un qui est parti de la France assez tôt, mais là t'es à Nîmes si je dis pas de bêtises actuellement. Comment tu perçois le pays? Je vais te dire un truc qui est ouf, mais et en fait j'y ai pensé récemment. Les deux derniers moments où j'ai été putain de fier d'être français, mais genre vraiment putain de fier, où je me suis dit, waouh, mec, c'est une dinguerie. C'est les deux finales de la Coupe du Monde que j'ai vécues, tu vois. Comme je suis né après 98, j'ai pas vécu la première, mais 2018 et celle qui s'est passée Mhm. là, bah, il y a quelques semaines, euh, c'est les deux moments de ma life où je me suis dit, mec, regarde cette dinguerie, genre, ça part en couille tous les jours. Rien ne va, l'éducation c'est catastrophique, la politique j'en parle même pas, l'économie c'est un désarroi, l'énergie c'est ouf. Et, et c'est en ça d'ailleurs que le sport est magnifique et que je trouve que les Coupes du Monde c'est des événements juste insane. C'est en ça que c'est beau, c'est que peu importe le merdier qu'il y a dehors, ces gars-là et, euh, et ce sport et ces événements sont capables de créer une bulle. C'est comme si, tu vois, Ouais. moi j'aime beaucoup tu sais, je rate beaucoup les trucs militaires et les forces spéciales. Si j'avais pas été entrepreneur, je pense que j'aurais rêvé d'être dans les forces spéciales, mais j'étais trop têtu pour l'être, je pense. Trop têtu et trop arrogant. Mhm. Mais en gros, tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, les mecs, durant un stage co, style, ils se font fracasser pendant toute la semaine. Tu vois, des exercices, ils dorment pas, ils mangent presque pas, ils ont froid, ils se font asperger d'eau et tout, c'est une galère. Et en gros, pendant un week-end, en fait, ils se font mettre dans une espèce de grande cuve. Alors, pas de l'eau, tu vois, mais il faut imaginer un grand cercle. Et en fait, tu es à l'intérieur de ce grand puits et tu vis en communauté pendant 48 heures avec tes autres potes avant de reprendre le stage. Et tu vois, je trouve que ça fait assez penser à ça. En fait, c'est un bordel tous les jours. Et là, c'est deux Coupes du Monde, mais surtout ces deux finales de Coupe du Monde. C'est un état dingue durant lequel tout le monde est ensemble. C'est une nation unie. Tout le monde est là et avance dans le même sens. C'était évidemment d'autant plus stylé en 2018 parce qu'on a gagné. Du coup, il y a eu ce truc-là. En fait, c'était prolongé sur une semaine où c'était un bordel, les Champs-Élysées en feu et tout. Tout le monde s'aimait. Tu vois, tout le monde était dans un kiff. Et ce jour-là, tu te disais, vas-y, je suis le pote de tout le monde, tu vois. Bon, 2022, c'était un peu plus compliqué, mais c'est pour dire à quel point je suis à la fois extrêmement pessimiste dans le fond, parce que putain, j'ai vraiment l'impression que ça bougera pas, et tous les jours, malgré tous les conseils qu'on entend dans tous les sens, on a l'impression que les gens sont sourds, n'écoutent pas, que personne n'applique et qu'on va vers le bas. Mais dans la forme, j'ai quelques petits espoirs parce qu'il y a quelques petits sursauts de, tu vois, d'amour, de générosité et d'humanité qui font que des fois tu te dis putain mec, il y aura toujours ces espèces de puits d'or qui seront là pour te faire dire le contraire. Donc je suis dubitatif, mais mec, ces deux finales de Coupe du Monde m'ont, m'ont fait croire à l'impossible. Ok, ok, intéressant. Ça me plaît bien ce que tu me racontes.
Mec, tu dis, genre, si on était capable de reproduire cette effervescence et ce bonheur et cette intention d'être good vibes et de vouloir aider les gens qui nous entourent, qu'on a durant une Coupe du Monde, une putain de finale de Coupe du Monde, si ça on était capable de le reproduire, ne serait-ce que, aller un jour par semaine, mec, la France, ça serait une dinguerie, je pense. Tu vois. Et en fait, je pense que, et c'est la raison pour laquelle culturellement c'est compliqué d'être français, parce qu'en fait, c'est pas tellement une question de moyens ou quoi, il y a des pays qui ont bien moins de moyens que nous, qui font bien plus. C'est juste une question de putain de mindset. Et en fait, ça qui est le plus déplorable selon moi, c'est qu'on a tout pour réussir, on a tout, mec. Tout, on a tout pour réussir. Mais le seul truc qu'on n'a pas, c'est le mindset. Et c'est là où tu te rends compte que putain, l'état d'esprit, c'est un truc qui est super important et absolument primordial, quoi. Un vrai pilier. Carrément. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur tout ce que tu as raconté. Lourd. Est-ce que tu as un sujet. Alors, regarde, par exemple, moi je te donne mon exemple. Pas grand. Enfin, je l'ai dit quelques fois, mais tu vois, je suis passionné de l'histoire de l'univers, donc d'astronomie. Euh, et euh, Ouais. et j'ai vraiment étudié beaucoup là-dessus. J'ai fait des recherches, j'ai même essayé de sortir quelques paplards et tout. Bref. En bref, je suis passionné par ce truc-là et je trouve ce truc-là magnifique. Je me renseigne beaucoup dessus, je lis beaucoup de livres, plein de vidéos et tout. Est-ce que toi, t'as un sujet que tu as étudié qui te passionne et que tu as envie de me faire découvrir ou de m'expliquer succinctement. Ouais, ouais, il y a plein de sujets qui me passionnent. Mais juste avant, toi, t'avais pas de sujet d'actualité qui te passionnait actuellement. Moi, à la différence de toi, je regarde très peu les infos. En fait, je suis très peu sur. Ah si, là, attends, j'ai regardé un truc aujourd'hui, un bout de reportage. C'est une île pas loin de Copenhague, donc une île islandaise qui a réussi, enfin, et qui vit depuis quelques années ou quelques décennies en totale indépendance énergétique. Les mecs sont trop smart, ils ont tout Attends, recyclé. attends, tu me Par parles exemple. Copenhague islandaise. Attends, mec, j'ai bugué là. Tu m'as dit Copenhague islandaise, mais c'est Copenhague, c'est la capitale du Danemark. Ah C'est ouais. loin, l'Islande. Non, mais bref, c'est. Alors attends, c'est pas toi qui m'as. Non, mais non, je sais pas. Bref, non, mais je crois que c'est une île. Mais alors, je pense pas que ça soit une île proche du Danemark, je pense que c'est une île de l'Islande. Peut-être plus. Ouais. Et en gros, les mecs, ils ont tout recyclé. C'est-à-dire que par exemple, t'as une ferme. Et en gros, donc tu sais, ils traient les vaches. Et en fait, la température du lait, c'est 39 degrés. Et en passant dans des tuyaux, ça réchauffe de l'eau de radiateur qui est utilisée pour faire le plancher chauffant des maisons ou du patelin de maison, tu vois. T'as des personnes qui ont créé des sociétés, mais des personnes privées, tu vois, des mecs comme toi et moi, et qui ont tous mis de la thune pour acheter des éoliennes. Et en fait, je trouve ça trop smart parce que tu te dis, c'est une petite île, genre c'est 4000 habitants, donc évidemment c'est pas reproductible sur des gros territoires. Mais tu te dis, c'est ouf parce que tu te rends compte que des personnes qui n'ont pas de connaissances, pas forcément de compétences, juste avec de l'envie et de la motivation, ils ont réussi à créer ce que pas grand monde a réussi à faire, tu vois. Prendre une île et te dire, qu'est-ce que je peux optimiser, quels sont tous les points que je peux réutiliser pour mettre en place une autonomie énergétique. Et j'ai trouvé ça lourd de se rendre compte que tout le monde voulait collaborer et que tout le monde Int- faisait l'effort, tu sais, le petit 1%, le colibri, l'histoire du colibri. Le colibri qui se dit ouais, mais je fais ma part. Que mhm. tout le monde fasse sa part pour essayer que cette commune et que cette île se porte mieux. J'ai trouvé ça juste incroyable. Ça m'a fait kiffer. Ouais. C'est intéressant comme sujet. Je sais plus où j'ai lu une île qui a permis tout l'inverse en fait. C'est assez drôle. Ils sont partis sur ce projet-là de faire en sorte d'être indépendants énergétiquement. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était une lubie impossible. Et c'était assez fou. Ils ont acheté plein d'éoliennes, ils ont fait plein de trucs, mais en fait, les éoliennes ne tournaient pas assez. Du coup, il fallait acheter à côté une usine avec du pétrole pour faire tourner les éoliennes pour une question de maintenance. Et en fait, tout le programme a foiré complètement. Et le rêve, ils ont été subventionnés par l'UE, etc. Et le rêve, c'était de faire en sorte que ça soit la première île verte. Et en fait, tout a mal fonctionné. Pas parce qu'ils se sont plantés, hein,
juste parce que en fait, il se rendait compte que c'était impossible pour cette île-là d'être totalement green. Donc c'était assez intéressant d'avoir l'exemple contraire. Je préfère me plonger du côté des gens qui ont réussi à le faire. Je suis pas assez pessimiste. Je préfère garder le sourire. Ah bah c'est sûr. Ah, mais moi je dis pas que c'est pas possible, hein. Je dis juste que c'est marrant d'avoir deux projets les mêmes et que ça fonctionne d'un côté super bien et de l'autre ça capote complètement quoi. Bah, c'est intéressant, tu vois, parce que la question que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est à cause ou grâce euh, aux éléments externes, à l'écosystème qui les entoure, ou est-ce que c'est à cause ou grâce au timing, est-ce que c'est à cause ou grâce aux personnes qui ont essayé de mener ce projet? Il y a plein de questions, tu vois. En fait, la question, c'est est-ce que tu as une formule ou une équation qui résout le problème et qui te dit, bah, dans la mesure où tu changes un ou deux termes, ça aurait été possible pour pour cette île-là aussi, quoi. Ouais, mais en fait de ce que j'ai vu pour aller un peu plus loin, mais là je te dis en fait l'île, je me souviens, ils ont créé une usine dans un ancien cratère de volcan et en fait le cratère, il était censé faire de la rétention d'eau qui allait être recyclable, mais en fait le cratère n'était pas assez grand. Donc il y avait des éléments de base qui faisaient que c'était un projet qui n'allait pas fonctionner. Et en plus de ça, il y a eu des éléments externes qui ont fait que ça allait encore moins bien marcher, on va dire. Donc je pense que les deux sont liés. Mais il y avait déjà des choses intrinsèques qui faisaient que c'était pas possible. Pas assez de vent, un cratère de volcan pas assez gros pour la rétention d'eau, et d'autres éléments comme ça. Et en fait, ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'ils ont dégoûté des gens euh, de l'écologie, euh, alors que en fait, ils auraient pu ne pas les dégoûter, mais juste pas aller au bout de ce projet-là et peut-être juste apporter des briques écologiques dans l'environnement de cette île-là. Et au final, là, tous les habitants, ils veulent plus jamais entendre parler d'écologie. Apparemment, ils sont dégoûtés de ça. Et je pense que c'est dommage, quoi. C'est un peu dommage. Un sujet étudié, du coup, sur lequel que tu aimerais que j'étudie et qui te fait kiffer ou qui t'a changé ta life ou qui t'a apporté une nouvelle perception du monde. Waouh. Bah, il y a plein de sujets que j'aime, tu vois, que j'ai étudiés, mais qui changeront pas forcément ta life, tu vois. Genre, j'ai beaucoup. Alors, remarque, un truc que je te conseille de lire, lis, lis deux biographies. Une qui s'appelle Open de Andrea Agassi, grand joueur de tennis, et une autre qui s'appelle Rafa de Rafael Nadal. Je pense que tu kifferas trop. Et en fait, je t'invite à étudier le tennis et je vais t'expliquer pourquoi. Attends, Pourquoi le moi, une tennis, seconde. c'est Attends, intéressant. frérot, une seconde. Yes, donc ce que je te disais, un sujet que j'avais envie d'aborder, et je sais pas pourquoi, encore une fois, je parle souvent avec les premiers mots qui me viennent en tête. Quand tu me demandes qu'est-ce qui m'a intéressé à changer ma vie, bah, je sais pas pourquoi j'ai pensé au tennis, mais j'arrivais pas à trouver la raison. Et finalement, en creusant, je me rends compte de à quel point ça a changé ma vie. En fait, déjà, je t'invite à t'intéresser au tennis parce que le tennis est certainement le sport le plus complexe mentalement que j'ai fait de ma vie. Vraiment. J'ai fait quelques sports de combat, j'ai fait du foot, j'ai fait du judo, j'avais fait un peu de boxe, j'ai fait un peu de jiu-jitsu et tout. Et je me souviens que prime abord, je m'étais dit, ah, les sports de combat, c'est certainement les sports les plus complexes parce que tu mets en jeu ton intégrité physique, tu as l'appréhension de te prendre des coups, ainsi de suite. Et bizarrement, je trouve que le tennis est un sport bien plus dur mentalement que tous ces sports-là. Et je vais t'expliquer pourquoi, en gros. Donc déjà, je t'invite à lire deux livres, un qui s'appelle Open de André Agassi et un autre qui s'appelle Rafa de Rafael Nadal, qui sont deux livres super intéressants sur le jeu du tennis, sur la carrière de deux immenses champions et sur la psychologie humaine et le dépassement de soi. Euh, et en fait, le tennis, pour moi, c'est un jeu qui est trop intéressant à pratiquer et à jouer. Alors déjà, pratiquer parce que ça regroupe plein d'éléments, que ce soit tactique, technique et physique, à des degrés très hauts, on va dire. Il y a très peu de sports qui te font autant travailler la motricité, autant travailler la technique, les différents styles de technique et autant travailler la, la stratégie. Mais le point qui serait intéressant pour toi, Alexis, c'est le plan mental. En fait, pour être bon au tennis,
Faut bien sûr être bon techniquement, tactiquement, etc. Mais il faut avoir un mindset de dingue. Euh, il faut être déjà très relâché malgré l'enjeu, parce que ce qui te permet de taper fort la balle, c'est un extrême relâchement qui te permet d'avoir beaucoup de fluidité dans ton geste. Et la puissance de la balle dépend uniquement de la vitesse de ton bras. Donc tu vois bien que si tu es très tendu et contracté, c'est pas possible. Et le problème, c'est que quand en fait il y a de l'enjeu, ton corps naturellement se contracte, comme à la boxe par exemple. Hmm. Quand tu te mets, quand tu te fais assaillir de coups, tu vas te contracter et on va t'expliquer que plus tu es contracté, plus tu vas réussir justement à, on va dire, adoucir le coup si tu dois vraiment te le prendre. Sinon, il faut l'esquiver, bien sûr. Et le tennis, bah, en fait, plus tu es contracté et plus tu vas jouer comme une merde. Et ça, c'est très complexe à avoir. L'autre point qui est intéressant au tennis que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeu qui est très long, qui est usant du coup mentalement. C'est comme le jeu de l'entrepreneuriat, ça se fait pas sur un one shot. L'entrepreneuriat, ça se fait sur une année, plusieurs années, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque nouveau point, tu dois oublier le point précédent. Tu peux mettre un service gagnant et juste après, te faire foudroyer sur le point d'après. Et l'idée, c'est qu'en fait, se dire les points d'avant n'ont aucun intérêt, si ce n'est tactiquement. Est-ce que j'ai appris quelque chose sur mon adversaire? Et il faut savoir qu'un joueur comme Roger Federer, c'est un joueur qui, au début de sa carrière, était très très nerveux, cassait des raquettes, insultait, pétait des câbles, et était très loin de l'homme modèle qu'on voit actuellement, qui est très calme, etc. Qui fait jamais de vagues quand il joue. Et en fait, il avait pris un thérapeute et le thérapeute lui donnait une tactique pour oublier son agacement. Il mettait sa main sur sa tête, il attrapait sa pensée négative et il la jetait. Et en fait, pendant 1 an ou 2 ans, tu voyais Federer entre tous les points où il jouait comme de la merde, faire ça et jeter. Et je trouvais ça fascinant. Et je me suis dit que si Federer n'avait pas suivi cette thérapie et n'avait pas fait évoluer son mindset, il n'aurait jamais été le joueur qu'il a été. Il n'aurait jamais eu le palmarès qu'il a eu. Parce qu'au début, il avait clairement pas le bon mindset. Et à contrario, un mec comme Nadal avait dès le début le bon mindset. Et je pense qu'il, au final, fait la différence entre le palmarès de Nadal et de Roger Federer. Aujourd'hui, Nadal, c'est lui qui a le plus de titres de Grand Chelem. C'est certainement que Nadal avait le meilleur mindset dès le début. Et pour autant, il était moins talentueux. Et il sera toujours moins talentueux que Federer. Sauf que Rafael Nadal, à 14 ans, c'était déjà le même mec que maintenant, mentalement. Federer, à 18, 19, 20 ans, 21, c'était une catastrophe mentale. Et du coup, il gagnait pas autant qu'il aurait dû gagner avec l'immense talent qu'il avait. Donc, Putain, incroyable. voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Euh, et vraiment, je trouve que le tennis, d'un point de vue mental, c'est très complexe. Il faut gagner 3 sets sur 5. Enfin, tu peux avoir jusqu'à 5 sets. Tu as des matchs qui ont duré plus de 20 heures. Il n'y a aucun sport qui dure plus de 20 heures, à part des trails de psychopathes. Euh, le fait de tout le 20 temps être heures? relâché, le fait Comment que ça, ça c'est soit un... un match qui a duré plus de 20 heures? Comment Bah tu ouais, expliques ça? Wimbledon. Bah regarde Wimbledon, le record, tu verras. Je crois que c'est Mahut qui a le record. D'ailleurs, c'est un Français, il a perdu le match. Je crois que c'est Mahut contre John Isner. Je suis plus sûr, mais tu regarderas. C'est un sport qui allie finesse et puissance. C'est un sport qui allie endurance et rapidité parce que il faut être très vif sur des petits appuis et faire des courses très rapides sur 4-5 mètres. Et pour autant, il faut être endurant comme un marathonien parce que tu peux avoir des matchs de 3 à 4 heures. Le seul sport où tu n'as pas de coach pendant le match. Ça aussi, c'est spécifique. Il n'y a aucun sport au monde où tu n'as pas de coach. Hmm. Même à la boxe, tu as le droit à ton coach. Au tennis, tu n'as pas le droit d'avoir ton coach. Personne n'a le droit de te parler, te donner des conseils. Et ça, je trouve que c'est fou. Et du coup, c'est le seul sport où tu es seul face à toi-même et face au gars, et il n'y a rien d'autre qui peut t'aider. Euh, et voilà ce que je trouve intéressant dans ce sport-là. Et après, voilà, tout l'aspect mental, le fait d'être relâché, le fait d'oublier les points d'avant, que les résultats passés ne prévaut pas pour les résultats du futur, que ce soit positif ou négatif. Je trouve que c'est intéressant. On- Ça, ça, on dirait un mauvais warning d'un fonds d'investissement. De investissement. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai fait le parallèle, tu vois. Genre, quand les mecs te proposent des investissements en crypto, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est pas parce que t'as marqué 6-0 au mec que ça veut dire que tu vas gagner le match. Peut-être pas. Tu vas peut-être te prendre derrière 3-7, 3 branlés, tu vois.
Et je trouve que c'est Ok, intéressant. lourd. Trop intéressant. J'ai piqué cette question à un podcast que j'aime bien. Le mec dit, et alors déjà pour commencer, est-ce que tu sais ce que ça signifie un épitaphe? Putain, ça c'est une question pour Jean-Pascal. Un épitaphe? Ouais. Non, mais je suis en train de googler du coup. L'épitaphe, Un c'est le truc épitaphe. qui est écrit sur ta tombe. Ok. Inscription sur un tombeau célèbre? Ok. Exact. Et en gros, ma question, moi, qui va Ok, d'accord. s'enlever, Ouais. c'est euh, quel est le meilleur épitaphe que tu pourrais avoir? Euh, il a changé le destin de sa famille pour l'éternité. C'est la dernière phrase que j'ai dans ma vision que j'ai écrite. Wow. Incroyable. Trop lourd. Est-ce que tu as un truc à dire, une citation? Mec, il n'y a rien à dire. Moi, je trouve ça trop sexy cette phrase. Donc, est-ce que tu as un truc à dire, une citation, une personne que tu aimerais recommander, un truc que tu aimerais partager, quelque chose pour conclure? Des citations, tu vois, je t'en ai donné une de Mandala, je t'en ai donné une de je ne sais pas qui pour avoir une vie de héros, il faut avoir l'entraînement de héros. Euh, Là, j'en ai pas. Il y en avait une qui me plaisait bien et que j'utilise, euh, qui est de dire que dans la vie, il faut être dans le jeu et pas dans l'enjeu. Je trouve qu'elle marche que bien en français. Quand tu la traduis en anglais, c'est horrible. Et j'essaie en tout cas d'être le plus possible dans le jeu et pas dans l'enjeu, même si c'est compliqué. Tu vois, c'est un truc qui marche très bien quand tu joues au tennis, soit dans le jeu, soit pas dans l'enjeu du match, de la défaite ou de la victoire. Euh, Dans les trucs qu'on n'a pas abordés, je me doute que dans les gens qui vont t'écouter, il y a beaucoup d'infopreneurs qui n'ont pas forcément fait des études, qui n'ont pas forcément été salariés, et qui du coup très souvent trouvent que ce monde-là est un monde qui peut être parfois détestable ou ne leur plaît pas. Et moi, dans ma mission qui est personnelle, j'ai très envie en tout cas de créer des passerelles entre le milieu corporate et le milieu de l'infoprenariat, entre le milieu académique et le milieu de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est deux mondes qui ont énormément de choses à s'apporter et qui se parlent très rarement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Vision, on a des speakers, j'appelle guests maintenant, et des profils qui viennent aussi bien du monde du business en dur que du monde du business online, que du monde de l'entreprise, comme du monde de l'infoprenariat ou de l'entrepreneuriat tout court, du monde du salariat ou du monde justement de l'indépendance. Et j'ai juste envie de sensibiliser les gens là-dessus en disant quand vous payez des séminaires, quand vous achetez des bouquins, quand vous achetez des formations, très souvent au final vous faites le chemin que vous avez peut-être pas voulu faire plus jeune, qui était d'aller à l'école. Peut-être parce que l'école c'était peut-être pas la meilleure façon d'apprendre pour vous. Ensuite, pour ceux qui sont intéressés de retourner à l'école, il y a des MBA qui sont incroyables. Vous apprenez des choses incroyables avec des professionnels dingues qui font des choses dingues. Donc je vous invite à y aller. C'est pas une perte de temps. Ça peut être parfois génial et ça peut être un achievement personnel aussi exceptionnel. Et aussi pour ceux qui hésitent encore et qui sont jeunes et qui se disent ah le salariat c'est de la merde et tout, sachez que j'ai appris presque plus dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. C'est mon expérience personnelle. C'est pas une vérité, c'est pas une science, c'est pas une règle. Mais Tu sais que c'est dans le ouf. salariat, on Mec, apprend c'est énormément de choses. tu sais que c'est la question que JP m'a donnée quand je lui ai dit, c'est la question qui arrive juste après, avant la conclusion. Je vais te la poser, c'est quelle est la question que j'aurais dû te poser à laquelle tu aurais adoré répondre? Et il m'avait dit, moi je peux répondre à la question de qu'est-ce que les entrepreneurs ont à apprendre des salariés? Et j'avais trouvé ça ouf, et j'avais vraiment kiffé sa réponse. Donc je pense à ça. Lourd. Bah ouais, ça a dû m'influencer peut-être que parce que j'ai écouté le podcast en entier. Mais vraiment, en tout cas, les deux sont formidables. Après, c'est juste une histoire de vision en réalité et d'envie.
Donc voilà. Mais j'invite les gens à écouter un gars qui manage 200 personnes dans une boîte, il va vous apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat, sans être pour autant entrepreneur. Hmm. Il n'a pas une SAS, il n'a pas une SARL. Mais croyez-moi, que quand vous managez 200 personnes, 1000 personnes chez Microsoft, vous avez bien plus de responsabilités que d'être auto-entrepreneur ou d'avoir une structure de 4-5 personnes. Et du coup, bien plus de compétences et certainement plus d'expertise sur 1000 sujets. Incroyable. Et du coup, Kev, c'est quoi la question que je t'ai pas encore posée, à laquelle tu adorerais répondre? Ça bug, mec, tu bugs. Moi, je pense que je bug pas. Je te refais. Tu... Là, tu m'entends bien ou pas? En décalé, tu bugs de ouf. Mais comment ça, je Ouais, là, bug? je t'entends bien. On est fibré, cowboy, ici. Bah, excuse-moi, t'étais pas fibré. Du coup, Kev, Quelle est la c'est question quoi que tu m'as ton... pas posée? Ouais. Là, mais attention, parce que la formulation est importante. C'est pas une Vas-y. question qui serait intéressante pour toi à répondre ou à laquelle, par exemple, tu serais performant. C'est vraiment quelle question je t'ai pas encore posée et à laquelle tu adorerais répondre. Tu vois, ou cette question où tu dis putain, si un soir j'ai envie de briller avec des potes, il faut qu'un mec, je suis presque prêt à payer un mec autour de la table pour qu'il me pose cette question et pour que je mette tout le monde d'accord dessus. Putain, c'est horrible la pression, l'enjeu que tu mets. Je réfléchis, je réfléchis. Oh là là. Putain, Jean-Pascal, elle était bien sa question. Euh, euh, Qu'est-ce qu'un mec pas aussi successful que toi, financièrement parlant, peut t'apprendre? Je m'explique. On part souvent du prisme qu'en fait, on peut apprendre que des gens qui sont au-dessus de soi, sur un certain domaine. Et moi, je pense qu'en réalité, il y a des gens qui sont parfois bien en dessous, qui peuvent apprendre beaucoup plus que des gens qui sont bien au-dessus. Je m'explique une deuxième fois. Le meilleur entraîneur de tennis que j'ai eu de ma vie, je jouais bien mieux au tennis que lui. Pour autant, il m'a tout appris. Incroyable. Et selon toi, c'est quoi les 2-3 trucs que je peux. Enfin, les 2-3 ou les 2-3 000, qui sait? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Bah, alors ça, c'est intéressant si c'est pour toi, tu vois. Déjà, juste cette question-là, pour toi, est déjà un apprentissage. De juste se dire, en fait, si je regarde en bas, il y a peut-être autant de diams que en haut. Juste ça, pour toi, c'est un premier apprentissage, selon moi. Le deuxième apprentissage, c'est que peut-être toi, ton pouvoir magique, c'est de convertir une idée en or. Et pour autant, il y a des gens qui ont des meilleurs concepts et des meilleures idées que toi. Et ils sont pas capables de les mettre en œuvre. Parce qu'ils ont pas ta discipline. Ils ont pas ton savoir-faire. Ils ont pas ton envie. Ils ont pas ta dalle. Pour autant, leur idée est géniale et leurs conseils sont géniaux. Mais ils arriveront jamais à les mettre en place. Parce qu'il leur manque tout ce que t'as toi. Et on en vient du coup à une discussion qu'on a déjà eue. C'est que parfois tu m'as dit, moi j'écoute pas, j'ai pas trop envie d'écouter des gens qui font moins d'argent que moi, etc. Parce qu'ils font justement moins d'argent que moi. Et que des conseils, j'en reçois toute la journée. Autant que j'aille toucher le top du top du top, eux ils ont fait plus que moi et du coup naturellement déjà ils t'inspirent plus, je pense. Et ils ont en plus de la preuve pour toi, ils ont de l'autorité. Je te dis pas que ton raisonnement est faux, mais je te dis que parfois il y a des mecs qui sont en dessous, qui arrivent pas pour autant à matérialiser parce qu'il leur manque 1 million de qualités. Pour autant leur idée est bonne, leur plan est bon, leur analyse est bonne, leur strat est bonne. Juste après dans la matière ils sont pas bons.
Donc moi, le seul enseignement en fait que j'ai envie de te donner là-dedans, c'est peu importe la personne que tu as en face de toi, tout le monde a un enseignement à te donner. Tout le monde a une opportunité. Tout le monde a quelque chose à t'apporter, positif ou négatif. Il y a toujours un learning derrière une rencontre. Je crois que j'ai respecté cette règle. Je dis souvent que le mec qui reste intelligent, c'est pas celui qui. Alors, tu vois, parce que c'est intéressant. Moi, je dis que j'ai envie de d'écouter et d'appliquer les conseils. Et je te disais juste avant que ça coupe que, ouais, je crois, euh, euh, je crois appliquer une partie du conseil. Je crois vraiment m'être rentré en tête que je dois faire en sorte que toute rencontre que je fais, je dois en tirer quelque chose et réussir à apprendre peu importe ce que c'est, mais je dois réussir à apprendre un truc. Ça, c'est vraiment important pour moi. Par contre, là où je dois faire un effort constant et là où ça m'aide, c'est d'oser aller prendre des personnes, style des salariés, tu vois, dans certains domaines qui sont plus compétents, et de faire cet effort d'y aller encore plus, et, et de poser des questions plus précises, et de le faire plus souvent avec plus d'assiduité. C'est un point qui est trop important et que tu as bien fait de mentionner. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Quel est le meilleur truc qu'on peut souhaiter à Kevin, the only one? Honnête, honnêtement, euh, ouais, le premier truc qui me vient encore, tu vois, en fait, j'ai toujours mon émotionnel qui m'envoie un premier message à chaque fois et ensuite mon rationnel qui me rattrape. Mais l'émotionnel me dit la paix en Ukraine. Donc, tu vois, ça m'impacte pas moi, Kevin, en tant que tel, mais ça m'impactera positivement, ça impactera beaucoup de gens que j'aime autour de moi et, euh, et je serai très heureux. Donc, s'il y a un seul truc que j'aimerais qu'on souhaite, c'est ça, parce que c'est la seule chose sur laquelle j'ai pas la main. Tout le reste, je m'en occuperai. Wouhou! Ça, c'est bon, ça. Énorme. Ok, trop bien. Écoute, merci beaucoup, frérot, d'avoir pris le temps de venir tourner ça avec moi. C'était top. Toutes les personnes qui nous regardent, allez suivre ce mec. Il va changer vos vies, c'est une certitude. Peut-être en bien, peut-être en mal, ça vous le savez pas encore, mais ça va changer. Ça, c'est une certitude, De encore ouf. une fois. Et ça, c'est lourd. Regardez les immersions vision, c'est insane ce que ce mec a créé et ce qu'il s'efforce de faire tous les jours. De la qualité avant de la quantité. Et vous vous rendez pas compte à quel point 10 heures dans la salle du temps peuvent ressembler à 100 000 heures dans la vraie vie. Et je trouve que ce gars fait avec les immersions qu'il crée, c'est avant tout des petites salles du temps qu'il arrive à faire popper de temps en temps sur la surface de notre douce planète. Et en plus, je suis un peu in dans l'aventure, j'essaie de l'aider sur certains points et de l'épauler. Donc ça fera pas simplement du soutien pour lui, mais aussi pour moi et pour tout le travail qu'on fait au quotidien. Merci beaucoup frérot pour le content que tu as partagé et pour tout ce temps que tu m'as donné malgré les problèmes techniques qu'on a eus. Et je te laisse le mot de la fin. Ok, bah écoute, déjà, merci pour l'interview, pour l'invitation, les questions, pour la conclusion. Ça fait ultra plaisir. T'es pas un peu in, t'es totalement in. T'essayes pas de m'aider, tu m'aides vraiment. C'est des points que je veux rappeler. Un truc qu'on n'a pas partagé, mais qui est pour moi ultra important. Quand j'étais vraiment en down, il y a deux, trois personnes qui ont pop dans ma vie à ce moment-là, et t'en faisais partie, tu vois. Et ça m'a extrêmement touché. C'est un truc que j'avais partagé quand on était à Marrakech devant nos clients, nos participants. Mais j'ai envie de le dire aussi là, ça m'a beaucoup touché parce que tu m'as accordé du temps, du crédit, et à ce moment-là, j'avais besoin de crédit dans ma tête, me faire comprendre que j'étais pas claqué et flingué. Et d'ailleurs, c'est peut-être un truc que j'ai oublié d'aborder, mais complètement, c'est que ouais, tu sors avec des techniques d'ego, de machin, de souffrance et tout, mais s'il n'y a pas d'amour autour de toi, tu sors pas, quoi. Les gens, si sans amour, tu sors pas. Et j'en ai reçu de ma famille, de mes proches et de personnes que j'attendais pas. Et limite, parfois, c'est là où tu es le plus touché parce que justement, tu l'attendais pas. Que tes parents te soutiennent quand t'es pas bien, tu te dis c'est limite normal.
Mais quand tu as un entrepreneur de 20 ans successful qui arrive, qui fait plein de trucs dans sa vie et tu sais pas pourquoi d'un coup il t'accorde du temps, beaucoup de temps et de l'attention, et en fait il t'envoie du love hein, d'une certaine manière, franchement c'est touchant et ça te fait te dire que en fait si ce gars-là voit de la lumière en toi, ça veut dire qu'il y a de la lumière et que du coup t'as pas le droit de l'éteindre. Donc merci parce qu'il y a plein de fois où j'ai pensé à nos conversations quand j'étais down et ça m'a apporté de la force. Donc merci beaucoup. Mec, ça me fait chaud au cœur. C'est trop lourd. Je te renvoie tout l'amour du monde. Et sache que c'est que le début de l'histoire et qu'on va aller plier ça ensemble. Trop stylé. Prends soin de toi, passe un bon moment encore avec ta famille. Et de toute façon, on se capte au téléphone toutes les 3 heures. Donc, à très vite. Et à merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci Ciao. beaucoup.